What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. What boy J7. What boy le podcast. What up, y'all? C'est votre boy J7. Vous savez déjà, dans le rap game, tout le monde veut savoir, il est où le beef? C'est qui contre qui, le beef? Qu'est-ce qui se passe avec le beef à Montréal? Mais le seul beef qu'il faut checker, c'est ici. Boucherie Le Classico, 3334 Jean Talon Est. They got everything you need. Tu veux ton steak pour ton barbecue? Tu veux de la viande pour ton ragoût? Yo, il y a même des sandwichs smoke meat. Smoke meat halal garanti? Damn, it's going down, man. Boucherie Le Classico, come check them out. So, on est de retour pour un nouvel épisode. Yes, sir. Vous savez déjà comment ça se passe. On est en direct du Hidden Showroom. So, si vous voulez des lunettes, des vraies lunettes, composez le 514-802-2222 et prenez votre rendez-vous. Holla at my boy Lunettes, man. You know the motto. Everything you see is for sale. Et bien sûr, vous voyez nos yeux, vous voyez l'ambiance, vous savez déjà comment ça se passe. Big shout out à la famille de Smoke Signals, Kanisatake. Oui, big shout out Smoke Signals. You know they got us right every week. Shout out to the day ones. Yes, sir. Hey, vous savez déjà qu'est-ce qui se passe. Vous savez comment qu'on fait chaque semaine ici au podcast, man. Encore une fois, gros guest, bro. Once again, International guest aujourd'hui, man. dis-le. Quelqu'un que j'appellerais un young OG. Effectivement. Ouais, un student of the game. OK. Quelqu'un qui porte plusieurs chapeaux aussi dans la game. La Belgique est dans la place. Il vient de faire son premier tour ici en Amérique du Nord, au Canada, et il est venu chiller avec nous ici au podcast. Je parle du seul et unique Youssef Swatz dans la maison. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, mon bro? Ça va très très bien, merci. Bienvenue à l'émission, man. Ça fait plaisir. Bienvenue au Canada, Montréal, toutes les bienvenues en même temps. Exactement. Grand voyage, je suis très content. Comment on se sent d'être ici sur le terrain nord-américain? Bah, franchement, ça change beaucoup. Et je pense que je suis venu à la bonne période aussi. Là, vraiment, je kiffe. J'ai pas envie de rentrer en Belgique. Mais voilà. On entend ça souvent. Tout le monde qui vient à Montréal l'été, là, c'est souvent ça qu'on entend. Exactement. C'est un gros vibe. C'est vrai que tu es arrivé en plein francophonie, le Grand Prix, il y a plein de choses qui se passent en même temps. De ouf. J'ai vu sur ton IG, tu as posté, c'est comme un rêve d'enfance ou un grand rêve qui se réalise de venir au Canada. Comment tu voyais ça, de venir justement au Canada? Bah justement, j'ai eu beaucoup de gens depuis très longtemps que j'entends, qui sont partis, qui sont jamais revenus, parce que tu sens qu'il y en a qui restent, etc. Puis après, c'est aussi le fait de voyager, en fait, de manière générale, le fait que la musique, elle puisse t'emmener loin de chez toi, c'est toujours un truc de ouf, que ce soit en France, à quelques kilomètres de chez moi, ou de partir à 5000 km et venir jusqu'ici, c'est juste un truc de ouf. 100%. Et puis ouais, en termes de culture, etc., c'est impressionnant de voir comment ça bouillonne bien ici. Donc je pense que je vais revenir encore et j'ai encore des choses à faire et à voir, je pense. C'est quoi les premières choses que tu retires de Montréal? Exemple, quand tu arrives chez vous, c'est quoi les premières choses que tu vas dire pour décrire la ville? Mais en fait, je trouve qu'on ressent un peu cette vibe américaine, mais où tu sens qu'il y a quand même une culture, le fait que ce soit francophone. Ouais. T'as un peu un mix auquel tu t'attends pas vraiment. Et puis t'as des choses aussi que t'as pu voir en termes d'architecture ou de vibe, que tu vois un peu dans les films, etc. Et puis d'un coup, t'arrives et ça change de l'Europe. Ça change de l'Europe, de Bruxelles, de Paris. Donc ouais, ça me fait plaisir. Puis je trouve que les gens sont vraiment en bonne vibe, c'est détendu. Il y a des points communs avec la Belgique, parce que tu vois, la Belgique aussi, on est un peuple très tranquille. C'est très chill. Yeah, tu vois, donc ouais, j'aime beaucoup. Très dope. Est-ce que tu as eu la chance de faire un peu le touriste ici ou c'était plus en mode business? Franchement, je me suis un peu baladé quand même. Je suis resté à Montréal. J'aurais aimé, mais bon, j'ai pas forcément eu beaucoup le temps, mais de toute façon, je reviendrai. J'aurais aimé aussi, je pense, prendre la voiture et aller loin aussi, parce que je sais qu'en termes de nature, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager, voir des paysages un peu de fou. Mais là, je me suis focus sur la ville et j'ai vraiment, j'ai vu un peu tous les quartiers. Je suis sorti, j'ai vu un peu la nightlife aussi, donc c'est cool. Franchement, j'ai bien aimé. Nice. En parlant de nature, je veux juste shout out Smoke Signals, Kanisatake, you know what I'm saying, out there, un peu loin de Montréal. Got us right every week. Est-ce que tu as eu la chance de checker des shows? Parce que, tu sais, j'ai mentionné les Franco, il y a eu beaucoup de shows de rap, beaucoup d'artistes d'ici qui performaient. Ou même, est-ce que tu connaissais la scène musicale d'ici? Ben justement, je ne connaissais pas beaucoup. Je m'en rendais compte avant de venir. Moi, il y avait, je me rappelle d'un artiste qui m'avait particulièrement mis une claque déjà il y a plusieurs années, c'est Loud, où j'avais vraiment saigné ses projets et tout. Oh, for real? Puis ça, t'avais entendu ça en Belgique, comme ça s'est rendu je sais plus comment je l'avais découvert, mais je l'avais kiffé et je l'avais vu aussi une fois. Il était venu en concert à Lille. Je jouais ce jour-là aussi, donc je l'avais vu sur scène. J'avais vraiment kiffé la vibe. Donc je l'ai suivi un petit peu. Puis pour les Franco, j'ai juste vu un seul show, c'était Soul King. Et fort.
Très fort. Ah, ouais, très fort. Vraiment, Ça t'a montré un peu la communauté des Z. Ouais, grave. Ah ouais, la communauté algérienne ici, la communauté des ouf, Z de Montréal. Ça m'a fait du bien. Ça fait longtemps que je suis pas allé au Bled. Là, j'ai fait une pierre deux coups. Donc c'est magnifique. Mais tu sais quoi, ça c'était spécial parce que cette journée-là au Franco, il y avait Soul King, il y avait Par Hasard. Par Hasard, elle a invité Salimo, One Nessa. Après, moi, j'étais sur le stage avec Big Shout Out Stano, Fennec Prod, qui a invité Salimo, qui a invité Missa. Tout des DZ. Yeah, man, on est là. Tout des DZ, bro, quand même. Même moi, j'étais comme, damn, j'y pensais. J'étais comme, yo, c'était la journée des Z au Franco. Là. Oui. Quand même impressionnant, puis cool à voir. J'imagine, toi, étant d'ailleurs de Montréal, de venir et voir tous les drapeaux et voir la communauté, c'est quand même spécial. Non, ça faisait plaisir. Et justement, j'ai découvert, après, pendant le séjour, on s'est connecté avec Raccoon, Salimo, Par Hasard, que j'ai croisé et que je suis allé écouter aussi un petit peu par après. Donc vraiment, j'ai kiffé. Et Salimo aussi, incroyable. J'ai entendu des trucs, ça m'a choqué, ça m'a mis des claques. Ah ouais? Vraiment, ouais. J'ai écouté des trucs là, des exclus, ça m'a mis c'est qu'il a écouté beaucoup d'exclus. Mais quand, ok, mais choqué. Fort, vraiment fort, fort. Parce que je pense qu'il est en avance. En tout cas, je sais pas si ici il est, mais en tout cas pour l'Europe et tout, là, je crois qu'il est dans le futur. Vraiment, c'est Ah fort, ouais, Big shout out Salimo, man. C'est cool d'entendre ça. De ouf. C'est cool d'entendre ça, surtout d'une perspective de quelqu'un qui est dans la game en Europe. Pas juste quelqu'un qui écoute la musique, mais quelqu'un qui est actually in the game. Ah, c'est lourd. OK. T'as fait aussi un concert avec DJ White Sox et Young Rose. C'était au Quai des Brumes, présenté par Yo Dobsta, si je me trompe pas. C'est ça, ouais, exactement. Donc c'était comment de monter un peu sur scène, découvrir un petit crowd montréalais? Franchement, ça m'a fait plaisir de ouf. Encore une fois, c'est un truc qui s'est fait vraiment en last minute, quoi. Tu vois, c'est vraiment organisé comme ça. J'ai grave kiffé la vibe. Et c'est marrant parce que Yo Dubsta, c'est un organisateur qui vient de Belgique à la base. Moi, je savais pas qu'il était installé à Montréal maintenant. Et j'avais déjà fait des concerts avec lui il y a genre 5, 6, 7 ans, un truc comme ça, en Belgique. Et là, le fait de revenir, puis il y avait des gens, donc c'était cool. Il y avait un vrai partage, vrai échange. J'ai pu rencontrer des gens par après, donc ça m'a fait plaisir, vraiment. Ça m'a fait kiffer. Très dope. Shout out White Sox. Ben ouais, big shout out à lui. Grave. Est-ce que tu étais surpris aussi peut-être de voir une certaine communauté belge ou même européenne ici installée à Montréal? Oui, exactement. J'avais des gens même de ma ville, de tournée, qui s'étaient un peu passé le mot. Tu vois, quand je l'avais posté sur mes réseaux sociaux, tous les gens qui sont en Belgique, mais qui connaissent des gens à Montréal, leur ont envoyé en mode tu vas aller là-bas et tout. Ouais. Donc ouais, j'ai revu des gens, j'ai même vu des gens avec qui j'étais à l'école il y a 15 ans et qui étaient en fait installés à Montréal, qui sont venus me voir un peu par surprise et tout. Donc franchement, c'était vraiment good vibe. Shit, légendaire ça. Grave. Okay, tu vois du monde de back in the days. Comme quand on fait les retrouvailles d'école secondaire, high school, Lui, mais en Europe, en Amérique. Ouais, grave. Puis tu sais, c'est cool parce que on parle que tu es de la Belgique et tout, puis souvent on a des conversations ici avec les artistes, puis quand on parle de, disons, percer la scène, la francophonie, disons, mondiale, tu sais, ça passe souvent par la France, puis quand on pense, tu sais, nous, on pense toujours évidemment pour Montréal, puis quand que Montréal va être sur la map, puis respecté, c'est ça, souvent on entend comme la Belgique, comme ils ont ouvert la porte à la Belgique, là, peut-être qu'il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir pour d'autres cultures. Est-ce que tu vois des similitudes entre les scènes, par exemple, ici, à chez vous? Je pense qu'on peut avoir cette similitude de se dire qu'on est francophone, mais qu'on sait qu'il y a un marché, un gros marché en France, et qu'on a ce truc de il faut qu'on prouve. Est-ce que c'est même comme ça pour toi, exemple, tu sais, growing up? Est-ce que tu es comme, je veux être big, je veux blow up en France, ou vous pensez pas comme ça? Le fait est que moi, je pense qu'effectivement, j'ai la chance d'être une génération où il y a eu des artistes avant moi qui ont vraiment blow up et qui ont fait péter le truc et qui ont mis la Belgique sur la carte du rap, et que maintenant on sait qu'il y a des très gros artistes vraiment parmi les premiers du rap en français qui viennent de Belgique et tout. Donc ça va, je dois un peu moins, j'ai moins de bout de route à faire, tu vois, il y a des portes qui sont déjà ouvertes, mais clairement tu sens que si tu veux passer un step, tu dois aller en France, parce que de toute façon, même démographiquement, tu vois, en Belgique on est 12 millions d'habitants, il y a la moitié qui parle pas français, enfin en tout cas qui est néerlandophone, même s'ils parlent français, mais je veux dire, on est quand même un pays avec des cultures différentes, etc., et que en vrai, quand tu fais du rap en français, tu sais que c'est en France que ça se passe, qu'il y a des opportunités, même au niveau business aussi, c'est là-bas que ça se développe vraiment, parce que la Belgique, ça reste un microcosme qui s'est bien développé, et justement grâce au travail d'artistes et des gens qui sont pas forcément des artistes, mais des médias, des activistes, etc., du milieu, qui ont vraiment fait bouger les choses, donc ça c'est cool, mais ouais, il y a toujours ce besoin d'aller en France prouver et montrer d'où on vient, quoi. 100%. Et t'es de quelle ville exactement en Belgique? Moi, je suis de Tournai, à la base, une petite ville qui est à la frontière avec la France, près de Lille.
Et donc je suis né, j'ai grandi là-bas et ça fait 7 ans maintenant que je suis à Bruxelles, la capitale. Donc, Ok, donc dans le fond, tu es allé à Bruxelles parce que tu avais la carrière musicale à poursuivre ou c'est... c'était plus pour les études à la base parce que je viens d'une petite ville où il n'y a pas, où souvent quand tu veux faire des études supérieures et tout, tu bouges de là. Mais donc d'abord c'était pour les études, puis après je suis resté, puis j'ai commencé à bosser là-bas. Et en vrai pour la musique, forcément ça amène beaucoup de choses. Mais il y a toujours ce truc où, même en ce moment, d'ailleurs ça fait partie de mes grosses réflexions, où de toute façon, le final step, ça reste Paris, tu vois. Parce que là-bas, c'est même des artistes qui fonctionnent bien à Bruxelles, de toute façon, tu es amené à devoir aller souvent à Paris pour passer un step et surtout au niveau business, quoi. C'est le gros marché, c'est là qu'il y a le plus de population qui écoute ça anyway. De ouf. Ouais, normal. Et le plan de venir ici à Montréal, est-ce que ça fait quelques mois que tu y travailles ou ça a été sur un coup de tête? C'est quoi qui a fait que tu sois venu en cette période? Alors en fait c'est un truc assez fou parce que ça s'est fait en last minute, franchement je savais pas, mais en gros si tu veux il y a un appel à projet du Bureau international de la jeunesse en Belgique qui est un organisme qui soutient les jeunes qui font des projets à l'étranger et ils avaient posté un appel à projet pour venir faire un concert à Montréal et j'ai rempli l'appel à projet, ils m'ont sélectionné etc. Donc j'ai commencé à organiser mon voyage, sauf qu'il y a eu un petit décalage au niveau de l'organisation, ils m'ont dit finalement c'est décalé à l'automne. Et je me suis dit moi j'ai déjà pris mes billets, j'ai déjà pris mes congés, je suis prêt, j'ai la famille qui est ici, je vais pas annuler, je vais quand même y aller et donc a priori si tout va bien, c'est pas encore confirmé mais si tout va bien je reviens même à l'automne pour un autre concert. Okay, là j'essaierai de me poser un peu plus et tout, donc j'aurais vu un peu les deux vibes quoi, j'aurais vu l'hiver, l'été, je serais bien. Et le concert consiste à quoi? Donc dans le fond c'est attends, l'automne ça dépend. Ouais, l'automne, ça dépend. Déjà, si t'as vu le début d'été ici, t'es un peu mieux en venant à l'automne. Ouais, l'automne, quel mois qu'on parle? Je crois que c'est genre autour de octobre, un truc comme ça, octobre, novembre, un truc comme ça. C'est bon. Ça va aller? Je vais pas me taper les 2 mètres de neige dont tout le monde me parle. Pas de 2 mètres de neige. T'es avec 2 très bons guides montréalais, donc peu importe la saison. Un bon manteau, un bon manteau là. Je prendrai un petit supplément bagage en plus là. Venir si tu me dis novembre, là, ça commence. Donc, en quoi consiste le concert en fait? Tu as dit c'est truc de jeunesse belge. Ouais. Donc, c'est pour showcase les talents belges. Ouais, voilà, exactement. C'est pour venir, c'est la maison de la chanson du Québec, je pense. Et en gros, ils demandent à avoir des artistes. Je crois qu'il y aura des artistes même français et tout. Voilà, ouais, c'est ça. Et c'est vraiment pour mettre en avant la langue française. Donc, des artistes qui représentent la langue française, qui est d'ailleurs un peu... moi, j'étais un peu pas sûr de mon coup, tu vois. Je me suis dit, bon... Le focus, il est sur la langue française. Je me dis, des fois, tu sais, c'est des milieux qui sont fermés au rap et tout. Ils vont peut-être pas aimer et tout. Et finalement, ils m'ont pris. Donc, je suis très, très content. T'as des gros textes quand même. Là, comme quand on écoute ta musique, c'est quand même... C'est de l'écriture, là. Tu sais ce que je veux dire? C'est pas juste des... Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça que... Ils ont kiffé ce genre de rap. Tu dis quelque chose dans ton rap. On y reviendra. De toute façon, si nous écoute l'auberge jeunesse de Belge et de Québec... On est partant, nous. On est là. On est prêt à aller en Belgique. Allez au podcast. On est là. Sincèrement, on est prêt à représenter la francophonie. Non, on va là-bas, on fait des émissions là-bas avec des artistes là-bas. Eux, ils viennent. Plein de choses peuvent se faire. Grave. We got a deal for everybody over here. Mais tu sais, tantôt, on parle de la francophonie et tout, mais quand tu viens à Montréal, tu vois qu'il y a beaucoup d'anglais, il y a beaucoup de franglais dans comment qu'on parle. Est-ce que c'est quelque chose de difficile à t'adapter ou c'était comme... Je dirais que forcément, il y a des vibes où je vais pas tout comprendre, tu vois, même musicalement et tout. Tu sais, des fois, il y a des expressions qui reviennent et tout. Et je me dis, de toute façon, je vais pas avoir les références parce que forcément, j'ai pas tout. Ça doit être mais voilà, exactement. Mais en vrai, tu t'y fais. Et je trouve que c'est un truc qui, en fait, moi, d'un point de vue même... à l'oreille et d'un point de vue stylistique et que ce soit dans le langage parlé ou au niveau de la musique, je trouve que ça amène une vraie plus-value de ouf, que ça fait que ça donne un truc en plus au langage et je trouve ça trop fort. Tout comme parfois on a ce truc avec des artistes, moi que j'écoute des artistes qui vont mélanger l'arabe et le français où je me dis putain ça a une force de ouf. Donc non, je kiffe beaucoup, c'est pour la langue. Et après justement au niveau de la musique et de manière plus générale, oui, on sent qu'il y a une forte influence américaine ici et je me demande des fois justement, mais ça c'est des trucs que je maîtrise un peu moins, mais tu vois on parlait tout à l'heure de la quand t'es un artiste belge par exemple, tu te dis est-ce que je dois aller percer en France et tout, et des fois je me dis est-ce que pour les artistes montréalais par exemple ou même canadiens de manière plus générale, mais en même temps quand t'es anglophone, francophone forcément ça change, mais je me dis est-ce qu'ils ont le même rapport aux États-Unis, parce que tu vois
quand t'as les États-Unis en face, tu vois, t'as un mastodonte culturel, etc. qui est. Moi, je vois ça comme excuse-moi, les artistes anglophones. Le but ultime, c'est de percer aux States. Les artistes francophones, le but ultime, c'est de percer en France. Pas juste parce que c'est les deux plus gros marchés. Voilà, quand tu parles de hip-hop anglais, c'est aux States. Quand tu parles... Maintenant, il y a le UK qui se développe, il y a quelque chose qui se passe, ce qui est vraiment nice. Mais tu sais, on est collé aux States. Là, grave. Mais ça dépend vraiment si on parle d'un artiste qui est canadien ou bien d'un artiste qui est québécois. Parce que c'est vrai que ça va se représenter la même chose. C'est pas la même chose parce qu'un artiste anglophone au Québec a des handicaps au niveau des subventions, au niveau des aides gouvernementales pour essayer d'aller percer aux States. Donc, c'est clair que si tu es un anglophone rappeur à Montréal, tu veux fonctionner aux États-Unis. Sauf que tu n'auras pas les subventions gouvernementales pour t'aider, comme tu pourrais en avoir en Belgique pour fonctionner en France. Je vois, donc, ça serait peut-être plus facile pour un rappeur anglophone d'Ontario. Mais bref, c'est notre conversation. Ouais, là, on rentre vraiment deep, mais oui, je suis d'accord avec toi. Puis là, tu sais, t'es ici, tu viens à l'émission, c'est sûr que moi, je vais faire des petites recherches, je check tes affaires. Je checkais ton IG, ton story. Puis là, j'ai vu, tu sais, tantôt, t'as dit, j'aimerais ça conduire loin, puis aller loin de la ville, dans la nature à Montréal. Puis là, j'ai vu des stories que t'as postées dans un chalet out of nowhere en train de faire de la musique. Parle-moi de ça. T'as créé de la musique ici à Montréal? Est-ce que t'as hit plusieurs studios? Comment ça s'est passé? Bah écoute, justement, on a été faire un petit trip en last minute, ce qui était assez cool. Donc on est parti, c'était quoi? C'était à 1h30 d'ici. Donc quand même, on s'est un peu dépaysé. Shout-out déjà vu, shout-out Sami Chouli, Jack Lahess. Donc en fait, et Youssef, si tu me permets, je vais... bien sûr. Vite fait, quand il m'a écrit, il m'a dit, je vais venir ici à Montréal. Ben, j'ai pensé peut-être à essayer de le mettre en studio, faire une collaboration. Sur le premier nom qui m'est venu en tête, c'était Raccoon. Shout out à Raccoon. Great match. Tu vois? Très fort. Sur papier, great match. Ça. Je sais pas ce qui a été créé, mais... mais après ça, je les ai mis en contact, puis ça a été super cool. En fait, tu peux leur raconter la suite. Ouais, c'est ça. On s'est posé, on a commencé à écouter quelques trucs. Et puis justement, déjà vu, il avait une mélo qui était là, toute prête et tout, sur laquelle on a eu un bon feeling. Donc en vrai, on a commencé à se poser dessus. Moi, j'avais déjà un début de texte que j'ai commencé à réadapter. Raccoon, il s'est mis à écrire aussi, à top-liner. On a fait des petites maquettes et on va terminer ça ce soir d'ailleurs. OK. Donc, big shout out Young Raccoon out there, man, doing his thing. Grave. Comment tu trouves un artiste comme Raccoon? Parce que moi, tu as vu ça, c'est un artiste, je trouve, qui stand out. Ouais, bah j'ai vraiment kiffé je trouve qu'il a un truc assez polyvalent que j'apprécie énormément chez les artistes, où tu peux les entendre sur mais vraiment un gros flow, tu vois, où ça rappe, ça découpe, et puis après derrière tu vas l'entendre lâcher des mélos, etc., s'adapter en fonction des différents beats et tout. Donc franchement, moi je pense que la polyvalence, c'est ce qui fait beaucoup la qualité d'un artiste comme lui et tout. Donc ça, je l'ai capté direct. Et puis effectivement, au niveau storytelling, au niveau de la vibe et tout, bah ça matchait grave. Je pense on a des grosses influences en commun. Je me rappelle on est monté dans la voiture, qu'on a mis le Colors de Niro quand papa fait le pitre, et que direct on était à deux en mode ok, ça c'est notre son, ça. Okay. Et donc non, franchement ça fonctionne très bien. Je suis très content. Très nice. Yeah, même quand il nous parlait d'un projet, shout-out à la Converse, ils sont en train de faire un projet avec la chanson Banlieusard de Kerry James. Yeah. Puis on était juste dehors, bro. Et puis Youssef s'est juste mis à freestyler, à spit la chanson Banlieusard. Donc c'est le fun de voir que peu importe où est-ce qu'on est, on kiffe, on a les mêmes rêves. C'est la magie de la musique. C'est Student of the game, comme j'ai dit. Ça paraît que tu es un gars qui aime la culture et qui a étudié la game. Puis tu sais, quand j'écoute tes textes tantôt, je disais c'est réfléchi, c'est pas juste des throwaway bars ou des filler bars, tu sais. Fait que quand tu me dis que tu es en studio, comment ça marche? Est-ce que tu écris souvent en studio comme ça, freestyle, ou tu es plus le genre de personne qui va se préparer en avance? Justement, j'ai du mal à écrire en studio. Et pour moi, mais vraiment à échelle personnelle, parce que c'est pas une règle, il n'y a pas de règle, mais moi, perso, l'écriture, c'est un exercice qui est très solitaire, tu vois. J'ai beaucoup besoin de m'isoler. C'est comme ça que je le voyais dans ma tête. Ouais. Franchement, pour moi, c'est compliqué d'être... tu vois, si on se met là, qu'on commence à écouter des prods et tout, après, ça dépend. Des fois j'ai plus de facilité quand c'est... Tu vois, si ça va être un peu plus freestyle, ego trip et tout, là, ça peut aller. Mais justement, dans mes textes un peu les plus deep et ceux que moi, je préfère écrire et tout, tu vois. Voilà, c'est ça. Et on va pas me voir pendant 2-3 heures et après, je reviens et c'est bon, je suis prêt, tu vois. Et ça va toucher il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Là. Ouais, grave. C'est dope. OK. Puis est-ce que tu trouves qu'il y a des différences un peu de la... Tu sais, exemple, tu as été en studio avec Raccoon. Je sais pas si tu as collaboré avec d'autres artistes ici.
Tu vois-tu une différence dans la façon de créer ou c'est un peu pas mal la même Non, chose? je pense qu'en fait, la façon de créer, elle est tellement unique à chaque artiste que de toute façon, ça va être dur de trouver des similitudes, mais que c'est ça qui fait le point commun, c'est que de toute façon, c'est unique partout, donc c'est assez cool. 100%. Ouais. Ton dernier projet que tu as sorti, c'était en 2022, si je ne me trompe pas, ouais. Pour que les étoiles brillent. Projet qui est sorti sur E47. Ouais. Tu sais qu'il y a une connexion montréalaise là, avec bien ce sûr, label-là, right? Bien sûr, ouais. Le label à Camaro. Je pense que... C'est fermé maintenant. C'est fermé, je pense, maintenant, fermé. right? Ah ouais, 100%. OK, explique-moi comment ça s'est arrivé, parce que c'est quand même dope que tu as signé un deal avec Camaro. Ouais. Et en fait, déjà, il faut savoir que c'est mon tout premier deal en maison de disque ever, tu vois. J'avais jamais... depuis que j'ai commencé la musique, donc que j'ai commencé à sortir des projets, j'avais 14 ans, 15 ans. J'ai toujours été en indépendant, sauf parfois de la distrib, mais en tout cas jamais en label. Et t'as roulé de 14-15 ans, indépendant, pendant pendant assez longtemps. Et la vérité, parce que je suis je peux être très transparent là-dessus, c'est que même la collab avec E47, ça restait un projet qui, en fait, dans la manière dont ça s'est fait, c'était très indépendant. Je restais aux manettes avec mon équipe. C'était toi le producteur. producteur. Mais ouais, ils ont rien produit. Donc j'étais en licence là-bas. Ils ont rien produit. En fait, l'album, il était déjà terminé avant même que je signe. Les clips, je m'en suis occupé. La promo, c'est moi qui ai engagé les gens. Et j'étais pas tout seul, tu vois. J'avais une équipe, mais qui n'était pas l'équipe de 47. Après, il y avait des gens chez 47 qui ont ramené de la force au projet, et ça a mis un truc en plus. Mais donc c'est un deal qui s'est fait assez rapidement. En vrai, on a eu un bon feeling avec eux. Maintenant, ça s'est un peu mal passé sur la toute fin, parce que ils ont fermé, mais... ils ont fermé un peu quand t'as drop ton album, ça se peut-tu, c'était pas loin? Oui, en fait, c'était pendant mon album, c'était une période compliquée, grosso modo, parce que je sais pas ce qui est confidentiel ou qui ne l'est pas, mais grosso modo, ici, ils ont eu des... Ouais, bien sûr. Non, mais je veux dire, moi, les choses sur lesquelles je peux te raconter l'histoire, c'est que moi, je l'ai vraiment mal vécu, cette signature, parce que ça m'a plus mis en difficulté que ça ne m'a apporté de choses. Dans le sens où il y a eu des grosses complications, mais qui n'étaient pas toutes de leur faute, tu vois, mais c'est plutôt des complications financières qui fait qu'à un moment ils avaient beaucoup de mal à suivre sur plein de choses, et puis à un moment ils ont mis la clé sous la porte, comme des entreprises qui font faillite, et donc globalement moi on m'a appelé un jour et on m'a dit, alors que mon album venait de sortir, et on m'a appelé, on m'a dit bah écoute, là, ça y est, on a déposé les clés sous la porte, et ça y est, le label est terminé. Et donc, je fais partie des artistes qui se sont retrouvés en grosse difficulté. Pourquoi ? Parce que quand tu es en licence, maintenant, il y a différentes formes de contrats, et donc, en fonction de ton contrat, ils t'apportent des choses différentes. Mais quand tu es en licence, la vérité, c'est que ils t'apportent surtout des financements. Ils peuvent apporter des choses en plus, mais en général, comme tu n'es pas en artiste, tu peux gérer aussi beaucoup de choses de ton côté. Donc, moi, en fait, j'avais les gars qui faisaient mes clips, j'avais les photographes, j'avais les attachés de presse, j'avais un peu tout le monde. Et ce qu'il me fallait surtout, c'était le financement, tu vois. Et donc, à partir du moment où ça bloquait là-bas, ça m'a mis en difficulté. Et la vérité, c'est que, pour être honnête, ça a été une douche froide dans ma carrière, dans mon parcours, parce que je me suis retrouvé à devoir... j'étais en pleine sortie de mon album, il y avait... mais des dizaines et des dizaines de factures qui n'étaient pas payées. La plupart des gens avec qui je travaillais, c'était mes amis. Donc tu peux pas dire à tes amis, bah écoute, parce que en fait, quand tu es en faillite, en règle générale, ton argent, tu le retrouveras pas. Avec des grands miracles. Vraiment, s'il y a un grand miracle, peut-être dans quelques années, je vais retrouver 10% de l'argent, mais en vrai, c'est terminé. En général, quand c'est une faillite, tu donc perds moi, l'argent. qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse ? C'est que je charbonne, j'ai fait une tournée, j'ai fait des concerts, et en fait tout mon bénéfice, il est parti dans les pertes que j'ai dû essuyer là-dedans. Donc, et c'est très très difficile pour un artiste. Oui, mais c'est pas ta faute directement. Oui. Mais le problème, c'est que tu peux pas regarder ton pote dans les yeux et lui dire bah, c'est pas de ma faute, t'auras pas ton argent, alors que le mec il travaille depuis des mois sur ton projet, il a mobilisé des équipes, il a engagé des frais. En fait, tu te débrouilles, tu trouves l'argent ailleurs, tu le payes, et puis t'assumes, tu vois. Mais tu disais c'est très difficile pour un artiste de... Bah, c'est compliqué pour un artiste de se relever de ça, parce que c'est une expérience qui te dégoûte. En fait, t'as une chance sur 1000 que ça t'arrive. Tu vois, quand tu signes un contrat, il y a beaucoup de chances que les choses se passent mal, parce que forcément, les intérêts ils divergent. Donc, quand tu signes un contrat avec un label, parfois vous n'avez pas les mêmes intérêts, et sur la longueur, les choses elles peuvent s'éroder, mais souvent ça va rester minime, tu vois, comme problème.
Là, quand même, c'est fat, tu vois, c'est fat. Non, tu te toi, t'es retrouves à allé perdre là pour le support. Oui, puis tu perds l'avais pas. des dizaines de milliers d'euros comme ça d'un coup, alors que t'es un artiste indé. Moi, tu vois, je suis pas une grosse machine avec, tu vois, pas avec vu des des investisseurs signes derrière et tout. T'as pas eu c'est bizarre ou ça a été... Ben, tu peux avoir des signes de dire Comme plus pourquoi tard, telles tu y factures repenses, sont pas payées et tout. Mais c'était ton premier deal. ouais. Après, c'est compliqué parce que j'étais pas en première ligne de tous les dialogues. Et d'ailleurs, c'est une des premières fois où j'étais pas directement impliqué dans les trucs. Moi, là, c'est le seul truc où j'ai pas vraiment été impliqué en première ligne parce que j'avais des gens qui me représentaient et tout, et personne n'aurait pu le voir venir parce que les contrats, ils étaient béton, tu vois. Vraiment, il y a aucun problème de contrat. Souvent, les problèmes, ils viennent du contrat. Ouais. Mais là, le contrat, il était très très bien. Sur papier, tout devait bien se passer. Mais à un moment, quand ça bloque, tu vois. Mais après, voilà, ça fait partie du game. Et je pense que tout le monde est un peu tributaire de la situation. Donc toutes les équipes là-bas, ils ont dû se casser la gueule et mal le sentir. Personne n'avait envie que ça se passe comme ça. Ça fait gagner personne. Évidemment. Mais, Mais c'est juste que c'est fou parce que tu rappes depuis t'es jeune, t'arrives au point de sortir ton album C'est un rêve qui avec le deal, tu sais, puis c'est... En fait, c'est ça. Reality le check problème, de c'est la que, business. tu vois, c'est la première fois de ma life que, tu sais, les gens qui me suivent depuis que je suis petit et tout, ils m'ont vu grandir. C'est-à-dire, quand tu vois un artiste, tu le connais depuis qu'il a 14 ans, et puis tu le vois grandir, tu vois, même physiquement, tu sais, les gens, ils m'ont vu grandir avec eux. Et puis, après, pour la première fois, je poste une photo où je dis, ça y est, j'ai signé, tu vois. Alors que ça fait à cette époque-là, ça faisait déjà quasiment 10 ans que je roulais sans avoir signé quoi que ce soit. Donc, forcément, les gens ils disent, OK, là, on passe un step. Ouais, et puis moi, ils sont j'étais attachés, confiant là. aussi là-dedans, tu vois. Ouais. Et puis finalement, ça revient. Mais la vérité, c'est que moi, j'ai la chance d'être bien entouré, d'être aussi dans ma tête. Je suis assez solide pour me dire c'est des choses qui arrivent, on se relève et on continue et ça ira tranquille. ça. Mais je suis curieux de savoir, toi, quand ceci est arrivé, est-ce que tu étais un peu en mode fuck les labels, je vais le faire savoir à tout le monde, c'est une injustice, comment on ferme ça de même, ou bien tu as pris sur toi et que tu as fait comme si de rien n'était? Moi, je suis quelqu'un qui est plutôt, mais ça c'est dans ma nature à moi personnelle, qui j'aime pas arroser, tu vois, j'aime pas mettre de l'huile sur le feu et j'essaye de contenir, et j'aurais pu très bien du jour au lendemain mettre une photo sur mes réseaux, expliquer la situation et montrer que je me suis fait avoir, mais en même temps, comme je te dis, s'il y avait eu des mauvaises intentions de la part du label, ça aurait été différent. Ouais. C'est-à-dire que si je me dis... Parce que souvent, quand ça se passe mal, c'est que la personne en face, elle veut gagner de l'argent sur ton dos, ou elle veut te la mettre à l'envers. Là, personne n'a gagné d'argent. Personne ne me l'a mise, tu vois. Genre, c'est compliqué. Donc, je vais pas commencer à insulter les gens gratuitement. Normal, et tout. Je me dis... Voilà, je reste à ma place et tout. Maintenant, forcément, t'as aussi envie d'éclaircir les choses et tout, parce que les mois qui suivent, les gens, ils voient la qualité de tes clips, ils voient les concerts, ils voient les trucs, et ils se disent « Ah, ok, le gars est en label et tout, tu vois. » Alors qu'en fait, ben non. T'as envie de remettre les points sur les i et dire « Les gars, ok, j'ai signé il y a quelques mois, mais en fait, tout ça, je l'ai fait tout seul, tu vois, c'est fini. » Et... c'est le côté que les gens ne comprennent pas nécessairement. Ils voient juste ce qu'ils voient. Mais ce qui est important, c'est surtout, moi, je me dis aujourd'hui, j'ai surtout envie de pouvoir éduquer les artistes, pas dans un sens condescendant, genre je suis un grand et tout, pas du tout, mais dans le sens où en fait, j'ai tellement de cases dans mon entourage de gens qui ont signé. Et au-delà de mon entourage, je veux dire, c'est connu de gens qui signent parce qu'ils sont jeunes, ils connaissent pas les rouages, ils savent pas dans quoi ils s'engagent, ils savent pas les intérêts qu'il y a derrière, ils sont pas entourés juridiquement, ils ont pas de management qui défend leurs intérêts et tout. Et en fait, tu te retrouves avec des situations qui sont compliquées parce que un label, par définition, il a souvent un catalogue, il a plein d'artistes, il peut en signer, il a le truc, il a son salaire qui tombe, le gars, c'est pas grave, tu vois, je veux dire, si Youssef ne marche pas, on le met à la poubelle et on en trouvera un autre et tout ira bien, les gens, ça les empêche pas de dormir. Sauf que moi, mon projet, c'est ma life, tu vois, c'est ma life, c'est mon parcours de vie, j'ai pas le choix, si je finis à la poubelle, c'est mon parcours de vie qui finit à la poubelle, donc tu peux pas jouer avec ça, tu vois. Et donc moi, c'est surtout ça que j'ai envie que les artistes puissent comprendre, donc peut-être que le fait de le communiquer, ça permet de sensibiliser les artistes à ça, tu vois. Mais ils disent souvent que les artistes, une fois qu'ils rentrent dans la business de la musique, il faut faire attention parce que là, quand, exemple, tu sors tes affaires en indépendant, il faut pas que tu sois si... C'est difficile à dire, là, mais comme si attaché à l'œuvre parce qu'il peut y avoir des bad trips comme ça qui est arrivé avec le 47, puis il faut que tu puisses, exemple, move on to the next one, tu sais, puis comme...
quand j'écoute ta musique, c'est deep, tu sais. Fait que, exemple, cet album-là dont on a parlé, qui est sorti sur E47, ils disent souvent que, exemple, ton premier vrai projet, entre guillemets, c'est comme un travail d'une vie. Ouais. Est-ce que tu l'as vu comme ça, ce projet-là, ou... Ben, comme j'avais eu la chance d'en sortir déjà avant, pour moi c'était pas genre C'était pas comme le l'album. premier, Ouais, voilà, c'est ça. ouais. C'était pas comme le premier. Donc ça restait un album sur lequel j'ai beaucoup travaillé. C'est celui sur lequel j'ai mis le plus de temps et duquel j'étais le plus satisfait. Après, en général, t'es toujours satisfait du dernier que tu sors, donc c'est plus ou moins 100%, logique et tout. 100%. Mais non, j'ai eu quand même la chance d'avoir du recul. Après, c'est ça le problème, c'est que moi, mais c'est comme ça depuis que j'ai commencé la musique, c'est que je suis perpétuellement dans une sorte de schizophrénie entre le côté management, business et le côté artiste. Parce que souvent, c'est rare que les artistes, et c'est très bien d'ailleurs, moi je pense que c'est bien, que les artistes restent concentrés sur leur musique, sur leur œuvre, sur l'histoire qu'ils veulent raconter, ce qu'ils vont créer, et qu'après, il y a d'autres gens qui s'occupent de... Parce que c'est des métiers différents. Moi, parfois c'est une chance, parfois non, mais en tout cas, voilà, je les mélange parce que j'aime ça Pas et ça beaucoup de gens m'intéresse. peuvent le faire. Mais en fait, c'est horrible quand tu sors d'une réunion où tu es là et ça parle d'avocat, ça parle de machin, tu es avec ton comptable, tu comptes machin et tout. Et puis après, le lendemain, tu dois écrire ta chanson, non, tu vois, c'est tu dois ça. créer ta DA et tout. Parfois, ça te fait péter des câbles. Mais moi, je le fais par période et puis... Et maintenant, de toute façon, l'expérience, elle se termine jamais, tu vois. Donc, Ma question, c'est avec le projet de E47, si tout serait resté, tout aurait bien fonctionné, est-ce que c'était un projet c'était un contrat de un projet, deux projets C'était un contrat sur 2 projets. Donc, je pense que si ça s'était bien passé, j'aurais continué avec eux. Mais en fait, ma question, pourquoi je pose ça, c'est parce que quand tu parles de contrat, sortir de meeting et tout, ça aurait pu affecter ta plume en faisant en sorte que tu parles plus de business dans ton rap, que ça devienne une réalité, un peu comme tu passes du gars qui a sorti le projet L'Amorce en 2014 en mode full indé. Là, tu vas commencer à... Tu racontes un peu tes histoires dans... pardonne-moi, le titre de notre album, La Poussière d'Espoir. Ouais. Tu vois, donc... Tu sais, il y a quand même une progression dans l'écriture. Donc, est-ce que tu serais peut-être arrivé à un certain point où tu parles un peu plus business, où tu commences à expliquer ça, ou tu aurais toujours voulu rester dans du rap introspectif? Alors je pense que justement si j'avais continué comme ça, ce qui veut dire que, comme je l'expliquais tout à l'heure, ça veut dire que tu as les moyens financiers de financer ton truc, de donner la forme à ton projet, et en plus tu as des équipes qui bossent dessus, bah justement je me serais focus sur la musique et j'aurais été plus dans le mode introspectif, alors qu'aujourd'hui le fait d'être plus solitaire à la barre, d'être en indé, bah c'est là que t'es le nez dans le business, tu vois. Donc en vrai, moi mon objectif d'ailleurs avec le label, la question c'était même pas juste de l'argent, et c'était pas non plus le réseau et tout, c'était vraiment de me dire j'ai envie genre je prends une grande décision et c'est compliqué de prendre cette décision là, c'est de se dire ok, maintenant je vais déléguer à d'autres gens ce que je fais, et tu dois apprendre à prendre sur toi, et je pense que tout le monde a ça des fois, et pas que dans la musique, mais des fois le fait de te dire allez, je fais confiance à quelqu'un et il va le faire, c'est compliqué, tu vois. Et moi j'ai fait ce pas, et il m'a fallu du temps de me dire allez, je le confie, alors qu'en soi je peux le faire, tu vois, je peux le faire. C'est juste qu'il me faudrait 50 heures dans une journée pour le faire, tu vois, et 24 c'est pas assez malheureusement. Mais maintenant j'ai plus le choix, donc je fais des journées de 50 heures, mais c'était vraiment une volonté de déléguer pour me concentrer sur la musique et arrêter de me mêler du business. Mais la réalité, elle fait que en fait, tu peux pas t'en détacher totalement, quoi. Et le feat avec Oxmo, est-ce que c'est le label qui l'a ramené ou c'est toi? Alors le feat avec Oxmo, ça s'est fait via légendaire. Ouais, incroyable. Franchement, c'était Legend Alert, complètement de fou. Et justement, un des DA qui m'a signé dans le label, mais qui n'y est plus aujourd'hui, qui s'appelle Nizar, très grand monsieur, qui m'a fait rencontrer Oxmo, enfin en tout cas qui lui a fait découvrir ce que je faisais. Oxmo a kiffé. L'idée, c'était de même pas... ce qui est assez cool, c'est que c'était même pas une connexion genre business, musique et tout, c'est que vraiment Oxmo, il a d'abord dit, avant de parler de featuring, de quoi que ce soit, juste vas-y, on va boire un café, on se rencontre, on kiffe, on discute. Comme ce qui fait qu'on a passé une après-midi dans Paris à juste refaire le monde, et puis à la toute fin on s'est dit bah vas-y, let's go, on se fait un morceau, et voilà, on se l'est fait, je lui ai envoyé, il a écrit, il est venu au studio sans manager, sans machin, enfin tu vois, c'était vraiment une vraie connexion, on se parlait en direct et tout, c'était très cool, tu vois, donc franchement j'ai kiffé. C'est quoi, ça parle de quoi, une conversation avec Oxmo autour d'un café? Écoute, franchement, je pense que je me rappelle que ça racontait beaucoup d'anecdotes sur le rap.
sur l'époque, une époque que moi j'ai pas connue, mais dont j'étais fan quand j'étais enfant. Après, ça parlait aussi d'autres choses que de la musique. Et juste aussi, j'ai aussi pas mal raconté un peu mon parcours et tout. Parce que forcément, le sien, je le connais. Et puis voilà, on a écouté du son. C'était cool, franchement, c'était très cool. C'était très bien. Très dope, man, de pouvoir connecter avec une légende, quelqu'un que tu as écouté quand tu étais jeune. Puis tantôt, tu as mentionné, tu as commencé à 13-14 ans. Je suis curieux, comme, à cette époque-là, j'imagine, tu écoutais les Old Six. C'est quoi tu écoutais quand tu étais jeune? Est-ce que tu venais d'une famille musicale? Est-ce que tu as toujours grandi alentour de musique? Alors, je viens pas d'une famille d'artistes, contrairement à beaucoup d'artistes, justement, parce que souvent c'est plus facile et tout. Mais moi, justement, pas vraiment. C'est plutôt du fait que mon grand frère écoutait beaucoup de rap français. On a 7 ans de différence. Okay. Donc lui, il écoutait beaucoup de rap. Et puis moi, voilà, c'était là devant moi. Donc j'ai commencé. Là? En vrai, mais j'ai commencé à écouter du rap maintenant que je me remets dedans. J'ai commencé très très jeune. Donc je pense que mes premières découvertes, c'était avec Youssoupha, Kerry James, Psychiatre de la Rime, le groupe Sniper, Kenny Arcana, Oxmo. Après, je me rappelle que j'étais. Le premier disque que j'ai acheté, c'était Tupac. C'était Me Against the World, je pense. C'était vraiment le premier billet que j'ai reçu pour la Eid, et je suis allé au magasin et j'ai acheté mon premier disque avec ça. Et je me rappelle que je sais plus si c'était cet album-là, mais en tout cas je sais que après quelques jours le disque il s'était rayé, et en fait il y avait que la première piste qui fonctionnait, et le morceau c'était Ballad of a Dead Soldier, et j'écoutais que ça, tu vois. Et donc vraiment je mettais le disque, je l'écoutais 5, 6, 10 fois, et après je changeais de disque, tu vois, genre. Et donc c'était mon premier disque. Et ouais, il est incroyable ce morceau. Et donc ouais, mais après j'ai quand même beaucoup plus écouté de rap français, en vrai, beaucoup plus de rap français. Cynic aussi, c'était une très très grosse influence pour moi quand j'étais petit. Ok, ouais, make sense. Donc ouais, j'étais vraiment à fond dedans, et puis directement je m'en suis jamais détaché, quoi. Je suis vraiment resté dans le rap français. Et c'était comment, si tu me permets, ouais, vas-y. C'était comment la scène rap belge à l'époque que toi tu commençais à rapper? Alors moi, quand je commençais à rapper, ça veut dire on était aux environs de 2012, 2013. C'est le moment où il y avait quand même des artistes qui commençaient à bien se détacher et à mettre. Il y a quand même toujours eu du rap en Belgique, et une culture très forte, même dans les années 90 et tout, 80-90. Mais moi, celle que j'ai connue, c'était un moment où il y avait Scylla qui faisait beaucoup de bruit avec BX Vibes, et il y avait beaucoup de rappeurs comme Convoque, gros rappeur aussi, qui est toujours là aujourd'hui et qui est pour moi un des meilleurs. Il y avait Lasmala, un groupe qui commençait à bien décoller. C'était vraiment le moment où il commençait, avec Seite, Senamo, etc., qui était vraiment fort. C'était le moment où Caballero, Jean Jass et tout, ils commençaient à, tu vois, ils commençaient à émerger et tout. Nous, on les voyait vraiment, c'était les grands qu'on respectait de ouf et tout. Et ouais, c'était un peu, il y avait une belle émulsion à ce moment-là. Et puis après, moi, j'ai commencé à faire mes armes au moment où ouais, ça décollait bien. Et puis c'est quelques années après où il y a eu vraiment la grosse déferlante, tu vois, avec les Damso, Romo Elvis, Kaba et Jean Jass aussi, qui ont vraiment, vraiment pris, Hamza aussi. Donc ça, c'était un peu déjà quelques années plus tard. Okay. Mais ouais, ça a toujours bien bougé, quoi. Vu que la scène en Belgique est quand même petite un peu. Moi, quand tu as décrit la scène là-bas, ça me rappelle un peu d'ici. Est-ce que growing up dans le rap, tu croisais ces gars-là? Ouais. Tout le monde se connaît un peu dans la toujours. scène. Mais la Belgique, c'est en une heure, t'es partout. C'est ça. C'est vraiment, à partir du moment où t'es à Bruxelles, il y a pas moyen de faire plus de toute façon. Après, sinon tu passes la frontière. Donc en fait, dès qu'il y avait des concerts avec des artistes, ou tu sais, des têtes d'affiche françaises par exemple qui venaient et tout, ouais, tu rencontres vite les mêmes personnes et tout. Ouais. Et franchement, il y a vraiment ce truc où on est une grande famille, et chacun fait ses trucs de son côté avec son crew, et puis on se retrouve, on est en concert, on collabore au niveau des prods, au niveau de plein de trucs aussi, même tu sais, les ingé-sons par exemple, les studios qui bossent et tout, ouais, c'est ça, franchement on se rencontre. Moi j'ai bossé avec un gars qui s'appelle Phasm, qui est c'est le gars qui connecte tout le monde, tu vois. Tu peux pas travailler avec quelqu'un qui n'a jamais bossé avec lui, tu vois. Donc franchement, chaque fois on crée des connexions qui se font, c'est très cool. Et puis après il y a aussi cette culture, mais je pense que c'est pas seulement en Belgique, mais en tout cas moi c'est un truc dans lequel j'ai beaucoup été plongé, c'est que il y a le concert et puis il y a l'après-concert. Et l'après-concert, c'est le moment où tu vois on se retrouve, là, tu vois, tout le monde doit sortir, et puis on trouve le premier coin, il y a quelqu'un qui vient avec une enceinte et ça freestyle pendant des heures, et on se tape autour des prods, et c'est trop cool, tu vois. Donc franchement c'est une vibe dans laquelle j'ai beaucoup évolué, et ça m'a forgé, quoi. Est-ce que c'est comme ça que tu as commencé à rapper? Parce que tu sais, on a parlé un peu
comment tu as découvert le hip-hop et tout, mais est-ce que tu as commencé en freestyle? Est-ce que c'était plus comme, non, à quel moment tu t'es dit, je veux écrire un texte, je pense que je peux rapper, tu sais? Moi, en fait, j'ai commencé à écrire. Moi, forcément, comme j'écoutais beaucoup de rap, mes modèles, c'était des artistes, tu vois. C'était pas genre, j'étais nul au foot, donc quand les gens ils étaient en mode, moi, plus tard, je vais être tel joueur, moi, c'était pas mon kiff, tu vois. Moi, plus tard, je voulais être rappeur. Ouais. C'était ça, mon modèle de vie, tu vois. Et qui? justement, comme Youssoupha, comme Kerry James, comme Oxmo, pour moi, c'était ça, tu vois, l'objectif ultime dont tu vois, quand on est gosse, on a tous des modèles, on a tous un rêve un peu fou. 100%. Moi, c'était ça mon rêve un peu fou. Et puis après, mais je me disais, voilà, je le ferai quand je serai grand. Et en vrai, j'ai commencé parce que quand j'avais 12 ans et que j'étais en cours de français, il y a mon prof de français qui nous faisait écrire. Et puis moi, j'écrivais, j'aimais beaucoup écrire, mais c'était pas du tout du rap. C'était plutôt genre des nouvelles, des petites histoires et tout. Et c'est lui qui m'a un peu pris sous son aile, où un jour, vraiment, il est venu me voir après les cours, il m'a dit, écoute, Youssef, je pense que tu devrais écrire, genre pas seulement pour l'école, mais tu devrais te mettre à écrire et tout. J'étais en mode, ok, vas-y, je suis chaud. Et je suis rentré chez moi, je me suis mis à écrire et j'ai jamais arrêté. Et ça a commencé par un format qui n'était pas du rap. Okay. Et puis en fait, donc vraiment, j'écrivais des petites nouvelles, des petits trucs. J'avais faire un blog et tout. Donc vraiment, j'étais loin. J'avais un site de littérature et tout. Vraiment, je postais mes histoires et tout. Et puis après, un peu par hasard, tu vois, avec mes potes et tout, on a commencé à se dire, ah, vas-y, on pourrait se mettre à rapper, à freestyler, comme tu sais, tous les gosses à cet âge-là qui sont passionnés de rap et tout. Donc on s'y est mis. Puis moi, j'ai commencé à rapper avec mes potes, à rapper dans la rue, à écrire mes textes chez moi. Ça y est, j'étais tombé dedans, tu vois. Et je pense que c'était, pour la plupart d'entre nous, c'était un peu un délire passager, tu vois, comme on peut avoir des délires comme ça. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont déjà rappé et tout, mais voilà, c'est un délire, t'assumes pas trop et tout, tu vas pas aller plus loin que ça. Sauf que moi, c'était pas un délire, j'étais dedans et ça y est, j'allais plus en ressortir, quoi. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai fait mes premiers pas. Et t'as pris le blaze Youssef Swat direct. Est-ce que c'est ton vrai nom? Alors, Youssef, mon prénom, mais à la base, c'était juste Swat, vraiment juste ça. Que mes potes, justement, ils m'avaient envoyé un peu par hasard, surtout quand tu postes ta première vidéo, ton premier clip, fallait trouver un blaze comme tous les rappeurs. Sauf que moi, j'avais aucune inspiration. Et donc, mes potes, je me rappelle, à l'époque, ils m'avaient envoyé une liste de plein de blazes qui n'ont aucune signification, vraiment juste comme as par hasard. Et donc, totalement random. Et Rap name generator. Ouais. Exactement. Ouais, exactement. Et donc, j'ai pris ça sans savoir que ça allait me suivre toute ma vie. Sinon, je pense que j'aurais réfléchi un peu plus. Puis un des noms, c'était Swat. Ouais, vraiment. Donc, il n'a aucune signification. Ce qui fait que je me suis dit... Mais comme... Le problème, c'est que ça m'a directement collé à la peau et je pouvais pas, tu vois, je pouvais pas changer de blaze comme ça du jour au lendemain. Et donc, j'ai rajouté mon prénom avant. Et je me suis dit, comme ça, au moins, il y a un truc qui m'appartient là-dedans. C'est clair. Puis après ça, tu sais jamais, soit un rappeur quelque part va s'appeler Swat, ou t'as une sauce tomate qui décide de s'appeler Swat, et dans le référencement, t'es perdu. Ça arrive souvent, bro. J7, J7. Yo, on en parle. Shout out G7. C'est love, c'est du love, cette histoire-là. Yo, l'autre jour, les gros bigs, non pas les gros bigs, Doug et Jeff, ils ont posté quelque chose, puis ils m'ont tagué. Je dis, yo, bro, c'est pas moi, c'est l'autre. Oh, yo, excuse, ça l'arrive régulièrement. Ouais, moi, c'est comme la boutique 11 Montréal. Il y a une boutique dans le centre-ville qui s'appelle 11 Montréal, mais c'est ONZE MTL. Gros, le nombre de madame qui me tag, et puis je suis comme wrong. Hey, est-ce que t'as le size 8? Ouais, non, c'est sûr. Le référencement. Back to my boy Youssef ici. Fait que quand on parle de. Tu commences à écrire tes premiers verses, faire tes premières chansons. Non, moi je suis bien. Moi, franchement, je suis bien. That boy Jules looks. So, fait que tu drops tes premiers freestyles, tes premières chansons. Parce que on est quand même, il y a 10 ans, il y a l'Internet, il y a les réseaux. Fait que c'est quand même. T'enregistres ta chanson, tu la sors par toi-même, j'imagine. Comment que. L'entourage, j'imagine, ils t'ont encouragé. Est-ce que la famille était down? C'était surtout l'entourage qui me poussait dedans. Et forcément, mon frère, ma sœur et tout, qui était plus grand que moi et qui me donnait, tu vois, qui me donnait l'énergie pour le faire. Frère, c'est quand même grave, important. Bien sûr, c'est très important. Et en fait, moi, la plupart des choses que j'ai faites, elles étaient validées par mon entourage. Et en tout cas, les impulsions venaient de mon entourage. Et c'est ça qui m'a mis dedans, parce que moi, comme je disais tout à l'heure, tu vois, j'ai un rapport assez solitaire à l'écriture et tout, et j'avais pas forcément l'ambition de commencer à vraiment m'exposer, à y aller à fond et tout. Sauf qu'en fait, ça s'est fait vraiment de manière très naïve, parce que j'avais 14 ans, j'étais vraiment un enfant, même à 13 ans, et en gros, j'avais mon meilleur pote qui s'appelle Léo, qui est toujours mon meilleur pote aujourd'hui, qui en fait, lui,
dès qu'il a vu que j'ai commencé à rapper, il m'a dit vas-y viens à la maison et tout, je vais te filmer, on va te faire un freestyle. Mais tu sais, on savait pas utiliser une caméra, on savait rien faire et tout. Ouais. On se filmait avec la webcam du Mac, tu vois, on faisait le clip avec la webcam en intérieur et tout, j'étais là. Et puis après, il me disait ouais vas-y tu vas rapper comme ça, vas-y maintenant. Et en fait il me coachait et moi je faisais juste ce qu'il me disait de faire, tu vois, parce que j'avais confiance en lui et je me dis c'est lui il kiffe, tu vois, c'est que tu sais on a les mêmes refs et tout, et je me dis si lui il kiffe, puis on est deux gosses, on Ça kiffe. doit être bon. Et en fait je me rappelle à l'époque on allait parce que moi je viens d'une petite ville, donc finalement maintenant je connais un peu tout le monde, etc. Et j'ai eu la bonne notoriété dans ma ville et tout, donc je suis très content. Mais à l'époque où on connaissait strictement personne, en fait Léo et moi on allait à deux, tu vois, on sortait, on allait devant des soirées, on n'avait pas de quoi rentrer, donc on restait sur le parking et tout. Et en fait lui, mais il était complètement fou à l'époque et vraiment je le détestais pour ça, mais finalement je me rends compte que c'était pour mon bien. En fait il me prenait, on était juste à deux comme des crevards, on n'avait pas d'argent, on avait juste une enceinte Bluetooth avec une instru. Moi j'avais un texte, à l'époque j'avais écrit, c'était mon premier texte, et il allait voir les gens et il disait hey, ça va, tu connais Youssef? Les gens sont en mode bah non, ok vas-y Youssef rappe. Et j'étais en mode et je rappais mon truc, tu vois, je rappais mon texte. Et puis les gens étaient en mode oh c'est stylé, on va aller découvrir tout. Ok, et puis il me dit allez vas-y viens on y va. Et va voir les autres. Je fais mes frères, je viens de rapper. Il va aller voir, tu connais Youssef? Non, bah vas-y écoute. Et il allait voir les gens, il disait tu vas voir, tu vas en entendre parler, tu vas en entendre parler. Et il me rendait fou, moi je disais mais vas-y arrête, laisse-moi tranquille. Et on passait nos soirées à faire ça, tu vois, c'était ouf. C'est quoi son nom? Léo, big shout out à Léo. Yo, tout le monde a besoin d'un ami comme ça dans son crew. Exactement. C'est dope ça. C'est important. OK, tu sais, puis quand on parle tout ça, à qui j'ai pensé? Manu Militari, man. Je pense, est-ce que tu connais l'artiste d'ici, Manu Militari? Ouais, tu devrais découvrir Manu. C'est quelqu'un que tu devrais écouter. Ça me rappelle un peu à ton vibe. Fait que là, tu drops le freestyle, tout le monde commence à buzz, l'école, j'imagine, tout le monde parlait de toi puis ton rap. Puis c'est fou quand même de voir que tu as continué toutes ces années-là. Tu sais, parce qu'exemple, aux States, je veux pas dire kid rappers, là, mais tu sais, les rappers qui commencent jeunes, là, les Bow Wow, il y en a eu plusieurs à une époque, tu sais. Il y en a beaucoup qui peuvent pas garder leur buzz ou continuer, tu sais, garder la même passion qu'il y avait au début. Est-ce que ça, c'est un challenge pour toi ou c'est comme ça n'a jamais même été une Franchement, question? moi, vu que je fais toujours les choses de manière assez spontanée et que j'ai pas de grosse pression par rapport à la réussite de mon projet et tout, parce que pour moi, il m'en faut peu pour être heureux, tu vois. Je suis déjà souvent très très content de ce qui m'arrive, donc je me mets pas de grosse pression, tu vois. Souvent la pression elle vient plutôt de ton entourage ou justement du public, des gens qui te connaissent pas trop et qui je pense que c'est pas une mauvaise intention et tout, donc je ne leur en veux pas, mais tu sais il y a des gens qui viennent te voir et qui disent putain tu mériterais tellement plus et tout, machin. Et moi, je suis en mode, mais frérot, tu te rends pas compte de ce qui m'arrive, c'est un truc de fou. Jamais je me serais dit que ça m'arriverait. J'ai un track avec Oxmo Puccino, c'est ça. Et en fait, c'est les gens qui s'approprient la conception de la réussite à ta place, et ça c'est un truc qui parfois me dérange un peu parce que je me dis t'es pas tu vois, et on a aussi beaucoup avec ça avec des rappeurs, tu sais, des fois on va dire ouais un tel il est sous-coté, il mériterait de percer, tu sais, nous on a beaucoup ça avec je sais pas, on va se dire Lino, Niro, machin et tout, il mériterait d'être beaucoup plus, mais dis-toi t'es pas dans leur tête en fait, tu sais pas, ça tombe, eux ils sont grave, tu vois, contents de ce qui leur arrive. À l'inverse t'as des gros artistes qui sont numéro 1 et ça tombe, eux ils se disent qu'ils ont encore beaucoup de chemin à faire. Il y en a qui sont qui sont un peu par choix, comme qui choisissent de pas, disons, aller trop loin dans ça, pour que ça devienne leur vie à son. Ouais, exactement. Moi, perso, de toute façon, je suis prêt à aller toujours plus loin parce que j'ai envie que ma musique, elle soit partagée au plus grand monde et tout. Mais je me mets jamais trop de pression. Après, c'est clair que quand j'avais 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, j'arrivais à vite mettre d'accord les gens parce que je rappais pas comme les gens de mon âge et que je mettais des claques aux grands de chez moi, aux grands d'ailleurs et tout. Et qu'après, quand tu grandis, que tu commences à avoir 22, 23, 24, 25 ans, ben ça y est, t'es plus un petit, tu vois, t'es plus un petit. Il y a des gens qui sont là, qui font la file, et donc tu dois bosser 2 fois plus. Donc bien sûr que c'est un challenge, dans le sens où, à l'époque, j'arrivais, je faisais 1m20 et je les mettais d'accord et tranquille, tu vois, et je bossais pour ça. Un peu plus facile, et maintenant, c'est ça, parce que les gens ils se disent, wow, ok, le petit gamin là, il a des textes, il a des trucs et tout. Mais maintenant, quand j'arrive et je vais arriver à la radio, je vais taper, c'est plus mon âge qui va impressionner les gens, ça va être la force de ma musique. Donc en fait, tu dois travailler 2 fois plus, parce qu'avant, j'écrivais mes petits textes, je me dis, ok, c'est cool, mais tu vois, les textes que je rappais à 14 ans, où les gens se disent, ah ok, c'est stylé, si je les refais maintenant, ça aura pas le même effet, tu vois. Normal. Donc tu dois travailler toujours plus. Et là, c'est moins facile. Ça devient un challenge. C'est le grind de la musique, right? C'est qui le groupe La Chronique?
La Chronique, Yeah. c'est légendaire connexion, c'est des frérots à moi. C'est un groupe qui vient de Lille, donc vraiment la ville frontalière en France, du coup, qui est juste à côté de chez nous. Donc c'est des gens avec qui j'ai beaucoup traîné, bossé, rappé dans tous les sens à l'époque. On s'est connus, moi en fait je les écoutais. Donc c'est un crew de rap, et je les écoutais fort avec mes potes. Et puis un jour je faisais... la release de mon tout premier projet, je crois que c'était L'Amorce, pour te dire, donc vraiment c'était il y a longtemps, et je faisais la release de mon projet dans une petite maison de jeunes, et je m'apprête à monter sur scène, mais tu sais c'est un petit truc, tu vois, il y a mes potes et tout, et je les vois, je crois, je reconnais Dindin, je crois, de La Chronique ou quoi, je les vois arriver, je fais wesh, je regarde mon pote, je dis frère, il y a les gars de La Chronique qui sont là. Et eux, en fait, même chose. Ils écoutaient ce que nous on faisait, tu vois, moi et mes potes. Mais ils savaient pas qu'on les connaissait. Donc en fait, on se respectait chacun de notre côté, mais sans vraiment s'être connectés, tu vois. Donc ça arrive, je fais ouais. Et en fait, depuis, ça y est, on s'est mis à rapper ensemble, à faire là les trucs, beaucoup de concerts aussi, des soirées en studio, faire des morceaux dans tous les sens, toute la nuit et tout. C'est très fort. C'est très fort. Et chacun a fait son bout de chemin de son côté, tu vois. Donc c'est cool. Même chacun aussi a eu des projets solo. Aujourd'hui, il y a vraiment que des souvenirs de ouf avec eux. Je suis très Shout content. out La Chronique. Grave. J'adore le nom. Ouais, c'est fort. Ouais, ils sont Shout forts. out Smoke Signals. You already know, man. Smoke Signals got us right, man. Smoking that chronic. Oh oui! Yes, sir. Ce que j'ai bien aimé dans cette chanson-là, c'est qu'il y a un sujet que tu ramènes souvent, c'est ton père. Ouais. Et même dans cette chanson-là, tu te dis, ça me fait mal comme voir papa qui se réveille quand je m'endors. Ouais. Tu sais. Et ouais. même souvent, tu parles d'ambition d'un chauffeur d'autobus. Ouais, exactement. C'est quoi la réalité? C'est quoi que la vie de ton père t'a appris? Bah écoute, c'est un truc... forcément, moi, j'ai énormément de respect, d'admiration, et un truc très de modèle, tu vois, et de super-héros, comme on peut le voir quand on est petit et tout. Donc forcément, c'est un sujet qui revient beaucoup, parce que c'est un truc sur lequel j'ai C'est pas j'ai quelque mal chose que tout le monde en parle. C'est Ouais, ça. ouais, c'est vrai. Après, ça demande une certaine pudeur et tout, donc ça dépasse une certaine pudeur, donc des fois, forcément, je suis pas hyper à l'aise et tout, mais je dirais que ce que ça m'a appris, c'est que, tu vois, c'est les enfants de parents qui ont fait beaucoup de sacrifices, ça te met, je vais pas dire un poids sur les épaules, parce qu'un poids, ça peut être vu comme quelque chose de négatif, mais tu vois, ça te donne une énergie, justement, ça met vraiment, ça te donne envie d'accomplir les choses, parce que tu te dis, mon père, ma mère a consenti je sais pas combien de sacrifices, a fait une croix sur plein de choses pour pouvoir m'offrir un avenir meilleur, et donc tu te bats pour que ça se réalise, pour pouvoir les rendre fiers. Et je pense que c'est le combat d'une génération entière comme moi, tu vois, d'enfants d'immigrés qui sont venus, et il n'y a pas forcément un besoin d'avoir ton père qui est venu d'Algérie pour te dire qu'il travaille dur. Il y a des gens, leur père il est né en Belgique, mes potes à moi, ils travaillent tout autant. Tu vois, à partir du moment où les gens bossent dur, tu te rends compte que la réalité elle est différente. Et moi forcément je suis confronté à des gens dans mon entourage qui ont pas la même conception, tu vois, vis-à-vis de leurs parents et tout, parce que forcément ils grandissent dans des environnements différents, mais je pense que quand tes parents sont immigrants, ça rajoute quelque chose, parce que toi, tu grandis pas de la même façon que tes parents. Tu sais, c'est comme tu vois que tes parents sont déplacés pour que toi, tu aies une vie différente. Fait que ça rajoute grave. Franchement, mais pour moi, je pense que par-dessus tout, c'est le grand facteur, il est économique, tu vois. Parce que vraiment, ça va être le truc qui fait que... Parce que tu vois, moi, je me suis retrouvé à habiter dans un quartier avec des gens... on n'est pas beaucoup d'enfants d'immigrés et tout, mais en fait, tu te rends compte que, vas-y, on est tous dans la même galère et tout, mais effectivement, dès que ça vient d'ailleurs, que ton prénom vient d'ailleurs, que ta tête elle vient d'ailleurs, ça complique les choses. Ouais. Yeah. Est-ce que c'était difficile? Est-ce qu'il y a une grande communauté, disons, arabe en Belgique? Beaucoup de Marocains. On a une forte communauté marocaine en Belgique. Peu d'Algériens, moi, mes parents sont d'Algérie. Mais j'avais beaucoup aussi de familles en France et tout, donc on est assez proches. Maintenant, dans le sens, est-ce que ça a été difficile ou pas? Je pense que ça a été déjà... Je crois que ça a été plus facile que pour la génération juste avant moi, parce que ça permet de, tu vois, on était j'ai l'impression dans une atmosphère déjà un peu plus saine, parce que la génération juste avant moi, c'était la génération des skinheads, c'était la génération où tu te baladais dehors et tu pouvais te faire... Après, heureusement, il y a eu des grands qui ont fait le boulot et qui ont régularisé les choses, puisque les autorités ne pouvaient pas le faire, mais moi je connais des grands de chez moi qui étaient des chasseurs de
Skin à l'époque et qui se sont bougés. Et puis maintenant, ouais, nous, des tu vois, chasseurs. Regarde les Black Dragon. franchement, et en France aussi, Ouais. beaucoup. Ouais, Check ouais. les documentaires franchement, Black Dragon. Ouais, c'était. Ok, je savais pas ça. Et du coup, je pense que j'ai grandi dans une atmosphère qui était déjà un peu plus safe. Mais après, bien sûr qu'il y a plein de barrières partout. Après, moi, je suis conscient d'une chose, c'est qu'en fait, quand j'étais petit, je pense dès l'enfance, je me suis rendu compte de ces barrières. Tu vois, tu dis, les parents aussi te le font comprendre que tu pars avec un bagage, tu vois. Donc, il va falloir que tu te battes plus, il va falloir que tu montres certaines choses, que tu montres pas de blanche aussi sur d'autres et tout. Donc, moi, j'étais attentif à ça et puis j'ai eu la chance, heureusement, et c'est au-delà d'être une chance, c'est un privilège d'avoir pas trop de difficultés à l'école, de savoir m'intégrer, de savoir bien parler français, etc., qui font que j'ai un peu ce côté caméléon Ça qui facilite. fait que moi, les barrières, j'ai toujours réussi à les surpasser. Mais le problème, c'est que moi, je m'en fous que ça marche sur moi. Ce qui compte, c'est de se dire qu'il faut que ça marche pour tout le monde. Et quand il y a un problème à échelle d'une communauté, là, ça me dérange beaucoup. Donc moi, je pense surtout aux autres, aux plus petits et tout, qui ont eu quand même pas mal de difficultés. Après, je pense que peut-être que j'ai pu m'en détacher d'une certaine manière, être moins perméable. Tu vois. D'où que ça vient, cette sagesse de Youssef Swat? Comme tu sembles être quelqu'un très wise pour ton âge. Genre. Ben écoute, j'ai Est-ce que pas de... Ça a-tu toujours été le cas? Est-ce Ben, que le monde t'ont déjà dit ça? Moi, c'est un truc qu'on me dit beaucoup depuis que je suis enfant. Donc peut-être que c'est aussi le fait qu'on me le dise qui le matérialise un petit peu. Tu vois, moi, c'est pas un truc... Je n'ai pas l'impression... je me le dis pas quand je suis seul avec moi, mais je sais que c'est un truc qui ressort beaucoup. Après, je suis quelqu'un qui est assez calme dans la vie, assez reposé, et que justement, je parlais de mon père tout à l'heure. Genre mon père, par exemple, lui, je peux dire qu'il est sage, tu vois. Donc peut-être que le fait de beaucoup le suivre, de beaucoup l'écouter, ça fait que je suis un peu plus, parfois un peu plus calme et tout. Après, j'essaye de, on essaye de s'améliorer tout le temps, et 100%. puis j'ai toujours eu envie de montrer le bon exemple, entre guillemets. C'est un truc dans lequel on a été éduqué, tu vois. Il y a eu toujours cette éducation de l'exemple qui fait que en fait, tous tes mouvements ils sont calculés et parfois c'est bien, parfois c'est moins bien, mais tu vois, c'est des trucs par exemple, pour donner un exemple concret avec la musique, quand j'ai commencé à faire du rap et qu'on a commencé à prendre nos caméras, à faire nos premiers clips. En fait, quand t'es jeune et que t'as pas de budget pour ton clip, qu'est-ce que tu fais? Tu prends une caméra, tu trouves un hangar stylé, un petit graph derrière, et puis après, on se met devant. Et alors, pour se donner un peu d'attitude, ça fume, ça boit, tac tac. Il y en a, ils veulent aller filmer des meufs, il y en a machin. Moi, c'est un truc, jamais, tu ne verras jamais un clip de moi solo dans lequel j'ai initié où il y a toutes ces choses-là qui reviennent. Et c'est pas des choses que je dénonce parce que je comprends les artistes qui le font, tu vois. Genre, pour moi, c'est pas parce qu'il y a ce qu'on peut appeler ces clichés dans un clip que le rappeur a des mauvaises valeurs. En fond, non. Mais les premiers clips moi, devant un mur perso, avec des ouais, graphes c'est et ça. tout, Moi, là, ça s'arrêtait au graphe, c'était déjà beaucoup. Non, je rigole. Mais là, tu vois, moi, c'était un truc où je me dis, s'il y a ma famille qui voit ce que je fais, s'il y a les petits frères, les petites sœurs, toujours eu tu ça vois, comme, ouais, c'est important. Le grand frère. Mais je pense que voilà, ouais, je suis grand frère aussi, donc forcément, ça m'aide. Mais t'as dit que t'as un grand frère. Ah oui, j'ai un grand frère aussi, ouais, c'est ça. Donc forcément, t'as cette envie d'être. Est-ce que lui, il fallait qu'il régularise des situations des fois dans la maison, le grand frère? Non, mon grand frère, il a toujours été assez cool, cool avec nous. Good. Tu vois, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup aussi. Et en fait, on a toujours tous eu une bonne relation entre nous, donc ça aide beaucoup, tu vois. Et ça, tu t'en rends compte aussi, tu vois, de voir quand tu sors de chez toi et que tu grandis un peu, et que tu peux comparer en fait ton cadre familial à d'autres cadres familiaux et te rendre compte en fait de la valeur que ça a d'avoir une famille soudée. Ouais. C'est un truc de fou et c'est un privilège, encore une fois, tu vois, c'est un privilège. Tu vois, le fait de dire que j'admire mon père et que je suis content d'être né dans cette famille et tout, c'est un privilège, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des problèmes avec leurs parents, qui sont nés dans des environnements nocifs et tout, et qui n'ont pas eu cette chance, et après ça a des répercussions d'une certaine manière et tout. Et franchement, le fait de grandir dans un environnement comme ça, c'est un privilège de ouf. C'est un blessing 100%. Man. Il y a 2 chansons que j'aime bien dans le dernier projet. C'est pas que j'aime bien, mais qui en parlent un peu de la famille. Si je me trompe pas, t'as Alinéa, je pense. Alinéa. Ouais. Et un autre que j'ai beaucoup apprécié, c'est Les Invisibles. Ouais, grave. Les Invisibles, c'est une grosse chanson.
et tu parles beaucoup de ton père. Et même, je sais pas si je me trompe, mais est-ce que ton père est arrivé du Sénégal? Eh ben justement, c'est ça qui est marrant avec cette chanson, et c'est un switch, c'est qu'en fait c'est vraiment totalement fictif. Ok. La chanson est totalement fictive, J'essayais de avec comprendre. avec des références un peu dans mon parcours à moi, tu vois, des petits easter eggs on va dire, mais c'est une chanson qui est vraiment fictive, Ok. totale, celle des Invisibles. Ouais. Est-ce que le frère en prison, c'est un Easter egg? Non. Ok. C'est fictif aussi. Ok. C'est fictif. Il y a genre Easter egg, par exemple, je parle de cet enfant qui dit, il parle de son père, il dit mon père il conduit des bus, moi je veux conduire des pilote. avions. Ouais, Et tu vois, c'est des trucs, moi j'ai jamais rêvé de devenir pilote et tout, mais tu vois, le fait de faire la comparaison, de dire ok, ton père il conduit tel type de véhicule, qui a un métier d'ouvrier, et puis de te dire ok, t'as envie de conduire des avions, qui est un métier un peu plus prestigieux quand même. Et puis après. Des petites références, je sais plus exactement tout, mais ouais, il y a cette référence aussi de l'école de l'aviation, c'est aussi, tu vois, le fait de quand tu veux faire une école privée, mais que t'as pas forcément les moyens de le faire, des choses comme ça, donc c'est plein de petites références, mais non, ce morceau, c'est vraiment totalement fictif. Ok, Totalement mais j'ai fictif, beaucoup aimé en tout cas. L'émotion, le texte. À fond. J'ai bien feel, je sais que c'est pas sur le dernier, mais peut-être. Ouais. Je pense que c'est sur l'album avant. Gros track. T'as une couple de lines sur cette chanson-là que j'ai bien aimé. Quand tu dis un moment donné, j'ai voulu être heureux, mais j'ai choisi d'être artiste. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis un line comme ça? Je pense que faut s'entendre sur le mot artiste. Moi, il y a des artistes parce que ça veut un peu tout dire et rien dire, et tu peux avoir des artistes qui sont joyeux, qui arrivent à créer des choses sans devoir se torturer eux-mêmes et tout. Et puis, il y a d'autres artistes qui font plutôt émerger la lumière d'une sorte de noirceur. Moi, par exemple, pour moi, la définition des artistes qui me touchent beaucoup, il y a par exemple Charles Baudelaire, qui est une très, très, très grande influence sur moi, et qui est quelqu'un qui avait perpétuellement ce besoin d'aller chercher dans le darkness pour pouvoir Tu le mentionnes, je pense, dans la chanson. Ouais, exactement, ouais, c'est ça, c'est vrai. Et en fait, c'est quelqu'un qui... Enfin, il y en a plein d'autres, tu vois, même Amy Winehouse, elle disait, derrière chaque drame se cache une bonne chanson de jazz, tu vois. Et moi, je pense qu'il y a plein de choses comme ça qui me permettent de m'inspirer, mais souvent les plus intenses, c'est les situations, tu vois, tristes, etc. Et des fois, c'est symptomatique parce que on peut se dire, il y a beaucoup de gens même qui vont me dire, mais vas-y, écris des choses lumineuses, arrête tout le temps de vouloir nous faire chialer, tu vois, de vouloir nous toucher et tout, tu peux écrire des choses plus légères. Et j'aimerais bien, si vraiment ça plaisait aux gens et tout, je kifferais le faire, tu vois, et ça me permettrait peut-être de toucher un peu plus de SACEM et tout, mais tu vois, je n'y arrive pas parce que c'est pas mon truc, tu vois, c'est pas Moi, mon truc. personnellement, et chacun a son domaine de 100%, prédilection, 100%. tu vois, après... c'est Passe plus de temps à Montréal, ça va venir. ouais, voilà, ouais, Et plus exactement, souvent l'été, exactement. on Mais va moi, passer 3 mois. Moi, j'adore la musique introspective, comme les artistes qui sont comme, disons, dark, ou c'est plus sombre, des choses comme ça. Zero, c'est un des artistes que j'aime beaucoup, qui a plein de musique. Mélancolique un peu, disons. Ouais, mélancolique. Du monde vont dire déprimé, whatever, comment ils vont le décrire. Moi, j'aime ça, mais est-ce que toi, exemple, quand tu t'exprimes dans tes chansons, est-ce que tu es quelqu'un qui t'exprime aussi ouvertement dans la vraie vie, ou c'est plus tu utilises la musique pour le faire? En vrai, la musique, ça va toujours aller plus loin. Ça me permet d'aller plus loin parce que t'es quand même protégé derrière quelque chose. Maintenant, il y a quand même... j'aime bien aussi parler dans la vie. Tu vois, j'ai la chance d'avoir des gens autour de moi avec qui je peux avoir des vrais sujets de discussion et bien échanger et tout. Et donc, ça m'aide. Mais la musique, ça fait la plupart du taf. Ça fait la plupart du taf. Et après, c'est encore une fois ce genre de truc où, du coup, t'as sans cesse besoin de te remettre en question et tu vis les trucs un peu différemment que les autres. Et moi, quand je suis en société, tu vois, j'ai souvent ce truc où je dois un peu me remettre en question et je suis un peu déconnecté parfois de la réalité. Et même dans les relations, tu vois, ou relations amoureuses aussi, où t'es sans cesse dans une quête de quelque chose, tu remets tout en question, tu philosophes sur tout, et en fait, je me rends compte, moi, aujourd'hui, que ça me fait défaut sur plein de choses, parce qu'en fait, j'essaye toujours d'être dans la quête de ce qu'on va appeler l'œuvre, mais avec un O majuscule, tu vois, et du coup, je la cherche partout, dans toute ma vie, sauf que, en fait, quand tu fais que chercher à créer des choses, à la fin, tu vis pas. Non, il faut que tu vis l'œuvre. Et il y a un moment où ces trucs, et je me rappelle d'en avoir discuté avec
avec quelqu'un, c'est que quand tu essayes d'avoir cette passion, mais vraiment dans le sens, tu vois, la passion d'aller toujours dans la recherche de cette émotion, d'un truc dark et tout, bah, en fait, des fois, tu détruis ton entourage, tu détruis tes relations et tout. Et je me rappelle qu'elle m'avait dit que, en fait, la passion, ça fait des belles chansons, ça fait des beaux livres, mais ça fait pas une belle vie. Et en fait, après coup, moi, je me rends compte que, et tu vois, les gens qui, je vais pas dire qu'ils réfléchissent moins, mais qui se posent moins de questions, qui se prennent moins la tête, bah, c'est ceux qui arrivent à vivre et à être tranquilles, tu vois. C'est vrai. Et faut pas overthink des fois. C'est SCH qui dit envieux de ceux qui pensent peu. Ouais, exactement, C'est exactement. Et je me rends bien compte que t'as deux chemins. Soit tu vas aller pouvoir tout minimaliser, etc., et être tranquille, profiter de la vie, ou alors devoir aller creuser, et en fait à devenir un peu fou. Et je préfère faire des belles chansons et des beaux livres qu'avoir juste une belle vie, tu vois. Et je pense que c'est important de se rendre compte de la place que tu as. Et puis après, en fait, je suis dedans malgré moi, parce que des fois, c'est... En fait, souvent, tu te dis tu fais la musique pour toi, mais en réalité, quand tu te rends compte que la musique que tu fais dans ta chambre, elle met des mots sur des choses que les gens vivent, mais qui n'ont pas les mots pour le faire, en fait, tu as quand même une sorte de responsabilité des fois. Tu vois. Moi, je me rends compte que quand je lis les messages que je reçois, quand je parle avec les gens après les concerts, et je me rends compte que j'ai un putain de super pouvoir. Tu vois, quand j'étais petit, mon obsession, c'était de devenir un super héros. Mais encore jusqu'à 14, 15 ans et tout, je croyais vraiment au super pouvoir. Tu vois, j'étais bloqué dedans, parce que pour moi, c'était mon obsession, tu vois. Je devais trouver mon super pouvoir. Et voilà, exactement. Et puis finalement, je me suis rendu compte que l'écriture, c'était ça. Parce que tu fais un truc et tu arrives à toucher les gens, tu t'en rends même pas compte. Toi, tu es là, tu vois, ça tombe là, je suis en train de parler avec vous. Et il y a quelqu'un dans sa chambre là qui est en train d'écouter telle chanson, qui se la prend, et ça l'aide à aller mieux ou pire, je sais pas, ça la met dans un mauvais mood, j'en sais rien, mais en tout cas, ça fait réagir. Et ça, c'est un truc que j'ai pas envie de lâcher, quoi. Je pense que le type de musique que tu fais, ça crée un fanbase beaucoup plus loyal. Comme tu as dit tantôt, ils ont grandi avec toi depuis que tu es jeune. Mais quand tes textes, ils touchent le public, tu sais, ils vont te suivre. Tantôt, j'ai mentionné Manu Militari, c'est le même genre de choses. Va checker Manu Militari, tu Il y a des textes vraiment qui touchent, fait que beaucoup de monde s'attache à lui depuis son premier album, tu sais. Tantôt, j'ai mentionné la chanson. Ouais, c'est quoi la chanson? Peut-être. Ok, ouais. Juste, j'ai mentionné peut-être. Ben oui, vas-y. Ça m'a fait penser à une chanson de Fred Rostar, un gars de Onyx, qui a drop une chanson qui s'appelle What If, back in the days. Il demande What if this, what if that, c'est tout le long. Puis ça m'a fait penser, j'étais comme, est-ce que tu as des goats, comme on t'a mentionné Tupac, mais c'est qui tes goats de rap anglophone, genre? Je vais y revenir, ok, c'est cool, mais je voulais parler d'un truc parce qu'on va rentrer dans un truc de rap anglophone. Mais c'est parce que tu parlais d'émotion, de faire ressentir les gens, et la chanson Tellement. Tellement, où tu parles un peu d'une déception amoureuse et tout. Et quand tu lis les commentaires, beaucoup de gens sont en mode. Grave. Puis, est-ce que c'est une ref à Caroline de MC Solar? Ouais, il y a une petite ref. Il y a une petite ref. Tu nommes ça. C'est le premier qui trouve la ref. En fait, c'est un morceau qui est rempli d'easter eggs. Mais quand je te dis il est rempli, il en est littéralement rempli, et je pense que vraiment je suis le seul à tous les voir, et j'ai pas envie, ça c'était même pas l'idée de trop les partager et tout, mais c'est que c'est vraiment un truc c'était une histoire qui était tellement personnelle, il y a rien de fictif dedans, il y a aucune fiction, et que j'avais juste besoin de l'écrire, et puis après je me suis dit en vrai ça fait une bonne chanson, vas-y je vais la sortir, mais à la base j'avais vraiment pas envie, et effectivement il y a une ref à ça, une sorte de fausse rime où je dis un truc qui rime en Caroline, je crois, un truc comme ça, et qu'après je dis juste ou une bonne chanson d'MC Solar, et au lieu de mais même dans la vibe aussi, je sais pas, il y a un petit truc. Oui, je pense que c'est se rappeler d'une belle vieille histoire d'amour. Grave. Et même de le tourner en pellicule, ça veut dire que tu avais envie de le faire. Grave. Ouais, entièrement tourné à la pellicule. C'était un délire. Soyo, ma bad, je t'ai coupé. Oh non, c'est bon. C'est quoi? Les GOAT de rap anglophone. Qui t'écoutait, comme, à part les artistes franco qu'on a parlé? Je sais que t'avais ton CD de Me Against the World, une chanson, mais à part ça, qu'est-ce que tu bumpais? Écoute, justement, j'ai écouté du rap anglophone un peu plus tard, on va dire. Je me suis vraiment forgé dans mon enfance, le début de mon adolescence, essentiellement du rap français. Parce que forcément j'avais ce besoin d'être touché par les textes, c'est ça qui me guidait le plus, et donc j'avais moins de refs en anglais. Mais après, je pense que mes plus grosses claques, j'ai commencé à les prendre avec J. Cole, Kanye West aussi forcément qui m'a bercé énormément.
aujourd'hui, je dirais que pour moi, le number one au niveau des textes qui me touchent, c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui est plutôt new school, enfin en tout cas qui est pas très âgé, c'est Dave. Dave de UK? Ouais, Dave de UK, qui est quelqu'un que j'ai découvert il y a, je pense, 1 an. Il vient de drop un projet avec Central C, je pense. Ouais, exactement. Ouais, gros morceau aussi. Et en fait, là, vraiment, je me dis, wow. Genre, ah ouais, hein, ok. Je connais pas, moi, sa discographie en fait, comme ça. Pour moi, il y a une petite partie des artistes que j'écoute où quand j'écoute ce qu'il raconte, je me dis, je suis jaloux, en fait, tu vois. Ça veut dire que 99%, 99% des artistes que j'écoute, je kiffe. Ça me touche et tout. Et puis, il y a 1%, pour moi, c'est les meilleurs. C'est ceux que je me dis, putain, j'aurais pu écrire ça à leur place si j'étais né un peu plus tôt. Ou tu vois, et tu les écoutes et tu te dis, le bâtard, il est trop fort. Dave est dans cette catégorie-là. Dave, pour moi, c'est quelqu'un, et il y en a d'autres aussi en Belgique, en France et tout, je les écoute, je me dis, c'est même pas. Le mec, t'as l'impression qu'il s'est mis dans ta tête, il a sorti les trucs et tu te dis, mais comment il a fait? C'est trop fort. Il a des morceaux, pour moi, c'est des monuments, genre vraiment, et surtout pour le texte. Après, justement, je trouve qu'il a un truc avec son flow. C'est vrai, man. C'est nonchalant. Ça a l'air tellement nonchalant et simple. Puis c'est des... Pour quelqu'un qui connaît pas sa discographie, quelle chanson tu recommanderais? Alors, je dirais que son plus gros morceau, c'est We're All Alone. Je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est le titre de son album aussi, je pense. Ça, c'est vraiment un morceau que j'aime beaucoup. Okay. Et puis après, il y a Psycho, qui est incroyable aussi. Psycho, qui est sur l'autre album. Grosse prod, gros texte, incroyable. Okay. On dirait que les Belges ont un meilleur accent anglophone que les Français. Ouais. Je l'ai détecté aussi. Puis tu sais, ma question de rap goat anglophone, tu sais, quand tu m'as répondu, comme j'ai plus grandi sur le rap français, je suis tellement habitué d'ici que, tu sais, ici, tout le monde a grandi sur les deux, vraiment. C'est ce que je veux dire. C'est pour ça que c'est une question, je suis tellement habitué. Mais là-bas aussi, franchement, je pense que, tu vois, il y a beaucoup de gens avec qui j'ai évolué, peut-être plus des anciens, qui ont très très forte culture anglophone, américaine, qui connaissent, qui ont vraiment des très grosses refs. Moi, j'ai la chance d'avoir, dès que j'ai commencé la musique, j'ai commencé à bosser avec un DJ avec qui je montais sur scène, qui lui il avait, tu vois, je pense on doit avoir 13-14 ans de différence. Donc c'est quand même quelqu'un qui a, tu vois, qui vient d'une génération qui a vraiment connu l'essor du rap, qui écoutait, Et en fait, c'est un truc de ouf parce que moi, je bosse avec lui et j'avais cet avantage d'être comme à l'école, tu vois, parce qu'il te fait écouter des trucs sur vinyle, sur machin, et t'es là, tu te prends des grosses rêves de ouf. Donc moi, en fait, c'est même avec lui, je pense que j'ai commencé à écouter beaucoup plus de rap anglophone et tout, et surtout rap américain et plein d'autres choses. Mais ouais, c'est une histoire dont j'ai entendu parler, tu vois, parce que je l'ai pas vécu, même avec le rap français, en vrai. Donc c'est cool de pouvoir revenir en arrière grâce aux témoignages des anciens. I like it. Moi aussi, il y a des DJ back in the days que c'était... Quand tu allais chez lui, dans le temps, tu voyais toutes les vinyles, c'était comme, tu prends des heures à juste checker les vinyles, les albums. Tu sais, tantôt, j'ai mentionné, tu portes plusieurs chapeaux dans la game. Je pense que tu manages un duo, mais je sais pas, est-ce que tu as un label? Parce que j'ai vu que tu es derrière un duo... Colt, Colt le duo? Ouais, c'est ça. Parle-moi de ce projet-là. En fait, il y a 3 ans, plus ou moins, je me suis lancé en tant que manager d'artistes. Donc, j'ai commencé à manager ce duo qui s'appelle Colt. Ça s'est fait vraiment assez spontané. Je me suis jamais projeté dans une carrière de manager et tout. Mais comme j'avais pas mal d'expérience sur mon propre projet, j'avais aussi cette envie de la mettre à contribution sur d'autres choses qui me parlent pour donner des coups de main aux artistes. Et c'est pas du tout du rap, c'est de la pop, électropop, enfin ça va dans plein de styles, mais on va dire que c'est de la pop de manière plus générale. Et donc on pourrait se dire que c'est un mélange un peu insolite, mais j'ai commencé à bosser avec eux et je suis derrière le projet avec eux sur plein d'aspects différents. Mais, on va dire, voilà, manager, ça dit plein de choses derrière. Mais tu te vois évoluer comme en arrière-scène et tout. Moi ça me dérange vraiment pas, c'est un métier que j'aime beaucoup et ça te donne aussi plein d'affinités. En fait, c'est des vases communicants. Je pense que en tant que manager, enfin en tant qu'artiste, ça m'aide aussi à savoir aussi ce dont les artistes ont besoin. Tu vois, il y a des trucs où pour moi il faut pouvoir représenter leurs intérêts, et le fait d'être un artiste, je sais ce dont un artiste a besoin, et donc je suis vraiment en première loge, et puis derrière niveau business ça amène des opportunités, c'est très cool. Donc franchement et puis ça se passe très bien pour eux, ils sont en train d'exploser là depuis quelques semaines, quelques mois, donc ça fait que vraiment c'est un projet qui me nourrit beaucoup aussi.
OK. Ça va nourrir la SACEM un peu aussi. Aussi un petit peu, ouais. La SACEM, c'est comme la SOCAN. Oui, je sais. Je voulais donner une grosse référence, un gros shout-out. Je sais qu'on est à 1h15, mais j'aurais aimé parler de lui bien avant. Ouais. Demi-portion. Ah oui, de ouf, ouais. Je pense que c'est lui qui t'a dit de venir me holler. Exactement. Oh, C'est big avec, shout-out. avec à mon frère. Mehdi. Et oui, gros Mehdi. shout-out à Mehdi aussi. Et donc, c'est un artiste de demi-portion qui m'a soutenu dès le tout début. Justement, sur un de mes premiers clips, alors, quand j'avais 14-15 ans, un jour, je vais voir les commentaires. Et j'avais même pas vu son commentaire au moment où il a posté. Je pense que je l'ai vu un peu plus tard. Je vois un commentaire de demi-portion qui dit waouh, genre vraiment il me donne de la force. Je me dis ah ouais, le fake account et tout, tu vois, classique. Et je clique et je vois que c'est le vrai demi-portion. Je fais wesh. Et quelques mois plus tard, j'avais un concert. Enfin, j'étais sur la même affiche que lui. Donc on s'est croisés dans la vraie vie. Et depuis, il m'a donné une force de fou à plein d'occasions différentes. Très Donc dope. non, franchement, vraiment un artiste qui a amené énormément dans mon parcours, Yeah, vraiment beaucoup. Shout-out la famille, shout-out big Rolex, shout-out, man. shout-out oui. Sprinter, Mehdi, Sprinter, Mono, Rachid. tout le monde, genre. J'ai hâte d'aller à 7, là, d'aller voir le Ah, demi-festival. moi j'y serai cet été. J'y serai cet ok. été, ça va être incroyable. Ça va être Je vais incroyable. aller brûler mon argent là-bas. Là. Ah, oui. Ah, je suis down, man. Puis, je sais que tu prends quand même. T'es pas quelqu'un qui est pressé à sortir des projets un après l'autre et tout. Est-ce que tu as quelque chose qui s'en vient bientôt? Est-ce que tu travailles sur quelque chose activement qui va sortir? Alors j'ai beaucoup de morceaux de côté. Ok. Genre là j'ai une quinzaine de maquettes et tout, ce qui est déjà beaucoup pour moi parce que je suis pas hyper productif. Mais je t'avoue que là je suis plutôt dans une période de réflexion de ça. Est-ce que je refais un projet? Est-ce que je sors juste des singles? Et puis parce que là je suis un peu en questionnement au niveau de la direction artistique et musicale, où j'ai un peu l'impression d'être un peu en repeat et que je me dis que vas-y, j'aimerais bien aller creuser plus loin au niveau prod. OK. Donc je suis pas hyper satisfait de ce que j'ai pour l'instant, mais j'ai de la matière donc je vais pouvoir la sortir. Mais honnêtement je sais pas trop où aller pour la suite. Peut-être des feats montréalais sur des morceaux qui s'en viennent. grave, Tu sais, on a mentionné les feats, un je suis tantôt, très mais chaud, ouais. Bah ouais, franchement, le fait de rencontrer même des producteurs d'horizons différents aussi, c'est cool. Tu vois. Ben Même, oui, là, 100%. je bosse avec des gens qui sont plutôt de l'électro, qui sont vraiment des musiciens de jazz et tout. Donc, j'essaye d'aller chercher des univers différents Ok. parce que je pense qu'il faut que je sorte de ma zone de confort. Tu devrais essayer d'aller voir aussi Mike Schaab et Nicholas Craven, le style drumless beats. Ah oui, Oui. on m'en a parlé, on m'en a parlé. Ouais, On m'en on a a parlé, d'autres ouais. Nicholas Craven, Ouais, ça ouais, serait grave, dope. on en a parlé, Chab ouais. aussi qui fait des gros beats. Hey, puis tu sais, tantôt on parlait de signer avec E47 et tout. Ça me faisait penser, est-ce qu'en Europe ou en France, tu sais, aux States, il y a comme les No Limit, Death Row, Bad Boy, Rockefeller. Il y a plein de labels qu'on connaît, que des artistes on run et tout. Ouais. Est-ce qu'il y en a des gros comme ça en Europe, genre? Tu sais, je sais que, exemple, Booba, il y a son label, right? Talak. Ouais. Franchement. Ça, c'est le nom de ton label, c'est Ouais, c'est Ouais, Talak. OK. T'as 9 de I, mais Ouais, c'est 9-2, Ouais, c'est ouais, pas ça, 9-2? non. Après, il y avait. En vrai, moi, je pense à Beaumaillé Musique aussi avec Ben ouais, Youssoufa, exact. qui est un gros label. OK, Après, fait qu'il y a des gros. Franchement, il y en a, Ben oui, il y a beaucoup d'artistes qui ont réussi à launch leur truc en indépendant et tout. Donc, j'ai pas forcément 1000 refs en tête, mais il y en a vraiment OK. beaucoup maintenant. Non, parce Surtout qu'on dirait, maintenant, moi, je suis plus. tu sais, Ben, j'ai plus Akhenaton, suivi. il a sorti, comment ça s'appelle, là, j'ai oublié. Mais Akhenaton, La il a sorti- Cosca, c'est il y a la son label. Cosca. Mais il a sorti aussi un autre truc, c'est des chiffres, j'ai juste oublié le nom. OK. Mais ouais, c'est. OK, fait qu'il y a a thing out there too, là. Mais bien sûr. OK. fait Même que là, j'ai Dinos, j'ai mon boy et- ici qui représente Death Row, là, to the fullest ici. Fait qu'il fallait que je demande, par ça m'a fait exemple, penser à ça. Dinos, Dossé, ils sont sous un truc qui s'appelle Spectaculaire. Bon, c'est pas eux, mais c'est leur gars qui Mais run. c'est indé. OK. C'est des Non, équipes, c'est ça. c'est Fait que indé. c'est le même genre Yeah. de business model. OK, ouais, j'étais juste curieux. En parlant de projets de producer, j'ai beaucoup aimé Poussière d'Espoir et c'était un projet que tu as sorti avec El Gaoli. Ouais, avec El Gaoli, exactement. J'adore ses prods Il est et trop je l'ai découvert aussi un peu avec Demi-Portion. Et là, j'ai vu que vous avez carrément fait un projet ensemble. Ça a été quoi l'idée de faire un projet carrément avec lui? Bah écoute, ça s'est fait, franchement, ça s'est fait progressivement, la connexion avec lui. En fait, à la base, vraiment, c'était juste écouter des prods, tu vois, comme avec tous les autres. Et puis après, je me suis rendu compte, en fait, que quasiment toutes les prods qu'il m'envoyait, j'avais envie de faire des tracks dessus. Et puis surtout, il avait cette particularité et cette force d'être assez polyvalent aussi dans ce qu'il propose musicalement. C'est-à-dire qu'il y a des beatmakers qui ont un cachet très fort sur tel type de prod, tel registre, tel BPM, etc. Alors que lui, il avait ce truc où en fait, il te fait écouter 10 prods, c'est 10 planètes, quoi. Tu vois, genre vraiment, il n'y en a pas une qui se ressemble et tout. Et tu te dis, ah ok.
Et donc, c'était ce truc de pouvoir me dire, OK, je suis avec un gars où on arrive à construire un vrai truc ensemble sans s'enfermer dans un seul style. Et moi, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai parfois un manque de recul au niveau de la direction artistique où, tu vois, des fois, je reste sur mes textes que j'aime bien faire. J'aime pas faire des refrains, par exemple. Les refrains, je déteste faire des refrains. Donc moi, je suis un gars, si tu me laisses tout seul, je te fais que des tracks où je rappe pendant 3 minutes. Et ça y est, ça s'arrête pas, tu vois. Et moi, c'est comme ça. Et donc, il fallait quelqu'un qui puisse me recadrer un petit peu, me challenger sur certaines choses. Et c'était la première fois aussi que je faisais vraiment un projet où on travaillait tous les arrangements sur mesure, où j'étais avec lui en studio, où je voyais comment ça se passait, je me mettais un peu, vraiment, je m'impliquais dedans. Donc clairement, ça a fait la différence. Et je suis très content du mélange. Et même l'album qui a suivi, Pour que les étoiles brillent, il a fait 80%, 90% des prods. Dope. Yes, sir, man. OK, man. Shit. Yo, bro, ça l'a fait plaisir vraiment que tu sois passé, venir chiller avec nous, man. Je suis très content. C'est toujours dope d'avoir ces conversations avec des artistes, surtout des artistes qui viennent de dehors, parce que ça nous donne des différentes perspectives, tu sais. Qu'est-ce que tu aurais à dire pour les gens qui regardent? Tu veux rajouter quelque chose? Patreon, le dernier shout-out, qu'est-ce qui s'en vient? Moi, Words to the wise, you know? Moi, j'ai envie de parler de rencontres. Moi, je suis chaud de revenir. J'espère que je vais revenir. Et quand je vais revenir, je vais pouvoir rencontrer encore plein de gens. Donc, j'ai surtout envie de faire des bonnes connexions musicales ou autres et tout. Voilà, venir kiffer. Et puis vous dire la bienvenue en Belgique aussi. Donc, c'est un peu plus petit, on est un peu plus serré, mais j'y suis allé avec Roger en début d'année. J'ai adoré Bruxelles. Là-bas, en plus, il l'adore aussi. Mais j'invite tout le monde à aller là-bas, bro, pour créer des connexions. Et l'affaire la jeunesse, Belgique, le Bureau international de la jeunesse. All at us. You already know. Let's get it. Merci encore une fois d'être passé, mon bro. On va aller au Patreon. You know what I'm saying? C'est un peu plus loosey-goosey sur le Patreon. On va continuer ça bientôt. Big shout-out tout le monde qui regarde, man. Big shout-out Youssef Swats, encore une fois, d'être venu. Allez streamer sa musique, checker ses clips, suivez-le partout. You already know how we doing it, man. C'est le podcast, c'est 11MTL. On est au Hidden Showroom. Everything you see is for sale. Big shout-out Smoke Signals. On s'en va au Patreon. Pow! Pow! That's it. Bon.